Alors, l'enregistrement doit être en train de démarrer. C'est parti, ouais. Ouais, c'est tout bon. Eh ben, bienvenue tout le monde. Bienvenue pour ce premier after work voix de docteur de l'année 2022. Bah, comme d'habitude, on est très heureux de vous retrouver pour cet événement. Donc moi, je suis Nourane Bouznif, je suis chargée de mission pour le réseau alumni du BFC, en compagnie de ma collègue Chloé Combé qui intervient aussi lors des after work, donc vous la connaissez peut-être. Et ce soir, j'accompagne Candice Chailloux, dans l'animation, de cet after work. Donc Candice, vous la connaissez également, elle est chargée, de la valorisation du doctorat, au sein de la mission doctorale du BFC. Je vous rappelle un petit peu le concept des after work avant de démarrer. Donc on est là, pour à peu près, 2 heures pour découvrir le parcours de 2 docteurs. Pendant leur présentation, pendant l'entretien, n'hésitez pas à intervenir dans le chat, en posant vos questions, voilà, avec des commentaires. Vos questions, seront, transmises, à nos invités, lors des temps d'échange. Voilà, je vous rappelle que l'after work est enregistré. Et puis, qu'il ne faut pas oublier du coup de couper, vos micros, et vos caméras pour éviter, les petites interférences et éviter également de vous retrouver dans l'enregistrement, ce dont vous n'avez peut-être pas envie. Voilà. Avant de commencer l'afterwork, à proprement parler, je vais vous faire un petit point d'info sur, le réseau alumni. Voilà, des petites actus à vous faire passer, concernant, la plateforme. Donc, le réseau alumni, si vous ne connaissez pas, si vous n'êtes pas encore membre, c'est le réseau social professionnel qui rassemble les étudiants, les doctorants et les diplômés du BFC. Donc, voilà, si vous êtes doctorant à UBFC ou docteur, vous y avez, tout à fait, votre place. N'hésitez pas à vous créer un compte, si ce n'est pas encore fait ou activer votre compte. On a 2 petites nouveautés, dont on voudrait vous informer, ce soir, concernant le réseau. Donc, je vais déjà peut-être vous remettre, le lien dans le chat si jamais, vous n'y avez toujours pas fait un tour. Hop, donc voilà, on a 2 petites actus, je vais vous partager mon écran pour vous montrer ça. Alors, hop. Donc tout d'abord, une nouvelle rubrique sur le réseau qui s'appelle, «La vie au travail». Donc c'est un partenariat avec, Welcome to the Jungle, qui est un site avec, plein d'articles, plein de ressources concernant la vie professionnelle. Donc on a la chance sur le réseau, d'avoir, toutes ces ressources. Donc vous retrouverez, voilà, je vais vous faire défiler un petit peu tout ça. Vous retrouverez des articles avec des conseils, des astuces, des témoignages, également, les tendances, en matière de recrutement, de marché du travail, voilà, tout ce qui concerne les candidatures. Vous allez vraiment, trouver, énormément d'informations, qui pourront vous intéresser. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vais vous mettre le lien, direct dans le chat également. Hop, Ce week-end, j'aimerais bien. J'en parlerai à alors. Alex demain. Ah, on a un micro qui est ouvert, je crois. S'il y a le participant en question qui veut bien juste couper son micro. Merci, c'est gentil. Voilà, et deuxième actu, importante à vous faire passer concernant le réseau alumni, c'est qu'on est en train de mettre en place un module de mentoring ou mentorat. Voilà, on est en train de le paramétrer. L'idée, de ce module, ça va être, de vous proposer un petit programme, de mentorat. Donc l'idée, c'est de mettre en lien un mentor, un mentoré. Donc par exemple, des étudiants entre eux, des doctorants entre eux ou un étudiant, un doctorant, un docteur, un doctorant et de créer une relation en fait, d'accompagnement, de conseil pour un besoin spécifique. Donc voilà, donc ça peut prendre plusieurs formes, hein. Ça peut être, vous avez une question, super concrète sur, un métier, une fonction, pour, votre carrière. Vous voulez, poser cette question à quelqu'un qui est déjà en poste. Voilà, ça peut être une forme de mentorat. Ça peut être également au niveau, des doctorants. Bah, par exemple, un étudiant de master qui est intéressé pour faire un doctorat, qui a des petites questions, à poser, qui aimerait savoir, en quoi consiste, réellement un doctorat en pratique.
ça peut l'intéresser de se tourner vers un doctorant qui va pouvoir, le conseiller, l'accompagner dans cette démarche et ça peut prendre la forme d'un accompagnement, de plusieurs semaines à plusieurs mois selon le besoin et on a préparé un petit sondage, pour, vous proposer des thématiques de mentorat et essayer de paramétrer un outil qui va réellement répondre à vos attentes et à vos besoins. Donc voilà, avant de démarrer l'afterwork, je vais vous proposer ce petit sondage, pour voir, par quelle thématique vous seriez intéressés. C'est un petit WooClap, je vais vous mettre le lien dans le chat et puis également partager, mon écran pour que vous puissiez participer. Alors le lien, il est là. Hop, je vous mets également un petit partage d'écran ici et puis je vais lancer donc, la question. Hop, voilà. Donc nous, on a identifié, avec ma collègue Chloé, 6 thématiques, qui pourraient concerner aussi bien les masters que les doctorants, que des docteurs qui pourraient intervenir pour être mentors. Voilà, on aimerait recueillir un petit peu votre avis. Est-ce qu'il y a des thématiques, qui vous intéressent, soit pour vous être mentor et proposer un accompagnement, des conseils, par exemple, à un autre doctorant ou à un étudiant de master? Ou au contraire, est-ce que vous avez des questions sur, par exemple, la mobilité internationale, l'entrepreneuriat? Ça peut être le cas également. Donc voilà, on est intéressé pour recueillir, votre avis. Si vous pouvez, voilà, vous pouvez voter en direct, Ah oui, à n'hésitez l'aide pas à de cliquer sur ce le petit lien et WooClap. puis Voilà. Êtes-vous dans la place? Est-ce que vous Pour avez réussi? l'instant, maigre Est-ce que participation. tout le monde a réussi à se connecter? Dites-nous. Il y a une étape de connexion, nous dit Romain. Noram. Alors il y a une Ah étape ah. de connexion. Ça me pose une colle. Alors normalement, le WooClap, il y a pas besoin de se créer un compte. On est censé pouvoir, y accéder juste en cliquant sur le lien. Donc ça m'étonne un petit peu. Je vais peut-être, pour partager ça, je pense que Ouais. je vous ai peut-être Non, mis un ouais, là, lien qui était pas ouais, tu nous qui as était mis un peut-être pas truc qui va pas. terrible. Si je Je vous crois remets pas. ce lien-là dans le chat, c'est peut-être mieux. Vous allez me dire si vous pouvez y accéder. Et puis sinon, tant pis, on va abandonner le Bah, sondage et puis on le sinon, vous refera, pouvez le mettre dans le d'une chat autre manière. directement. Ouais. Ouais, en fait, je pense qu'il faut que vous tapiez peut-être le lien directement dans votre navigateur parce que c'est vrai que quand je le mets dans le chat, j'ai l'impression que ça le tronque. Je suis pas sûre que ça le prenne, C'est complètement Boost, en c'est compte. Ouais, Boost je vais vous mettre, G. l'étape de connexion. Donc c'est www.wooclap.com/BOUSKG. Alors, ah si, ça y est. Et Ouais, là, ça y est, oui. ça marche là, a Là, priori. ça fonctionne? D'accord. Ouais. Maintenant, j'ai lancé la question. Il y a peut-être des petits temps de latence, entre le moment où on lance la question À vous de et au jouer. moment où elle s'affiche. Donc merci pour votre patience, hein. Désolée pour les petits couacs techniques, c'est jamais très agréable, quand on participe. Ah, on commence à avoir des réponses. On va encore attendre peut-être, allez 45 secondes pour recueillir, votre avis et puis ensuite, je vous laisse tranquille et on démarre l'afterwork. On voit que la thématique de l'insertion professionnelle est en tête avec 3 réponses. Accompagnement à la vie universitaire. Vous ne semblez pas très intéressé par l'entrepreneuriat ni par la mobilité internationale. Doctorat et des conseils. D'autres, les gens peuvent voter pour plusieurs thématiques, on est d'accord, Oui, hein? ouais, on peut voter pour plusieurs thématiques. Après, on n'a pas distingué, entre mentor et mentoré. Ça faisait un sondage un peu trop complexe, donc on s'est, concentré sur les thématiques pour voir, si on paramétrait l'outil, de mentorat avec, les thématiques auxquelles on avait pensé, voilà, celles qu'on avait identifiées. Bon, il y a un bel équilibre entre 3 et enfin, l'insertion pro arrive en tête. Bon, bah, écoutez, je vous remercie les les participants. Il y en a encore un petit peu, qui se connectent. Merci à vous.
Allez, encore 10 secondes et puis on va pouvoir, passer à la suite. Concernant cet outil de mentoring, donc l'idée c'est que c'est un outil, qui est intégré à la plateforme Alumni, donc un espace en ligne où la relation, de mentorat se fait. Vous pouvez entrer en contact entre mentor et mentoré. On vous expliquera tout ça quand ce sera en place. Il y aura un système de chat en ligne, de visio en ligne, de messagerie en ligne, donc ça pourra se faire entièrement à distance, pour ceux qui le souhaitent. L'outil sera, mis en place d'ici quelques semaines, le temps pour nous, de le paramétrer, de communiquer sur son lancement, également. Donc on espère, pouvoir vous en redire plus, très rapidement. Merci à tous pour votre participation. Je vais couper mon partage d'écran et puis je laisse la parole à Candice pour le début, de cet after work et puis moi je vous retrouve lors des temps d'échange, les petits sondages vous clapent et puis les questions-réponses. À tout à l'heure. Et n'hésitez pas à participer sur le chat. Merci Nourane. Alors, je vais faire rapidement. On va commencer vraiment sur là, comme ça, bientôt à interroger nos témoins. Je me représente donc, je suis chargée de la valorisation du doctorat à la mission doctorale. Nourane l'a très bien dit, ces événements after work, on les programme depuis l'année dernière. On est très content de les programmer. L'objectif vraiment, c'est de vous inspirer, vous, dans votre projet professionnel, en vous mettant à disposition des témoignages en direct live de docteurs en poste qui sont issus de disciplines variées, de spécialités variées, qui ont été affiliés à des écoles doctorales variées pour pouvoir vous donner un peu l'éventail des possibles après la thèse et vous montrer qu'un doctorat, ça peut aussi être une formation très profitable dans le monde de l'emploi et pas forcément là où on pourrait l'attendre le plus, que ce soit dans le cadre académique ou extra-académique. J'en dis pas plus. N'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. Je le répète, on a envie de créer un climat d'interactivité. Ce n'est pas forcément le plus simple à distance, mais on compte sur vous pour poser vos questions et créer ce climat avec nous d'interactivité. Je vais appeler tout de suite à la barre des témoins mes témoins. Et c'est assez rigolo parce que j'ai envie d'appeler en premier lieu une avocate à la barre des témoins ce soir, qui est donc Marie Fernet. Bonsoir Marie, tu es docteur en droit privé et actuellement avocate manager au sein du cabinet KPMG Avocat à Paris. Eh bien, bonsoir et merci d'être là avec nous. Bonsoir et merci à toi de m'avoir invitée et à vous tous d'être là. Ravie que tu aies accepté. Alors, mon deuxième témoin n'est pas avocat, lui, il est maître de conférence en physique non linéaire, et donc docteur en physique non linéaire, c'est Kevin Zevekoun, et il est donc au laboratoire créatif de l'université Claude Bernard à Lyon 1. Bonsoir Kevin et merci de ta présence. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité aussi. Et ça fait plaisir de revoir Candice et puis Marie, parce on était à peu près en thèse à peu près au même moment. C'est ça, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Alors, juste pour la petite anecdote, on s'est rencontrés à l'occasion de l'Expérimentarium, un programme dont je parle très souvent si vous êtes habitué des afterwork, qui est un programme de vulgarisation scientifique où des doctorants parlent de ce qu'ils font. Et avant de vous partager leurs témoignages, il y a quelques années, pas si longtemps que ça, Marie et Kevin, qui étaient doctorants, partageaient déjà leurs expériences et leur travail de thèse auprès du grand public. Et à l'époque, je coordonnais ce programme. Donc, c'est comme ça aussi qu'on se connaît. C'est un vrai vivier aussi pour moi de témoins, l'expérimentarium. N'hésitez pas à vous renseigner si vous ne connaissez pas encore amis doctorants et doctorantes. On va commencer tout de suite cette session de témoignage. Vous êtes peut-être au courant, il va y avoir 3 actes. Un acte où on vous interroge sur votre parcours avant le doctorat, pendant le doctorat. Ensuite, on a un acte 2 où là, je vous interrogerai plutôt sur qu'est-ce qui s'est passé juste après votre soutenance de thèse, qu'est-ce que vous avez fait, quelles ont été vos expériences. Et puis, on fera un focus en acte 3 sur vraiment votre poste actuel et donner un peu des éléments concrets à nos participants sur qu'est-ce qui se passe dans votre poste, quelles sont vos activités, comment vous organisez votre travail, quelles sont les personnes avec lesquelles vous travaillez. On démarre tout de suite l'acte 1. J'ai envie d'interroger qui? Je vais interroger Kevin peut-être en premier. Kevin, est-ce que tu saurais nous parler un petit peu de ton avant-doctorat en l'espace de 3 petites minutes? Alors voilà, le temps va nous être compté. En 3 petites minutes, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ton avant-doctorat et comment tu en es venu à faire un doctorat? Quelles ont été tes motivations? Alors, ce n'était pas un parcours qui
qui me prédestinait à un doctorat initialement. Donc j'ai fait, alors à l'époque ça s'appelait une licence, bon si ça s'appelait une licence, puis une maîtrise, donc qui correspondait au master 1 en physique. Je voulais faire prof de physique en enseignement secondaire. Et puis effectivement, à l'issue du master 1, ça marchait plutôt bien. Les profs m'ont demandé, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je leur ai dit, bah, je sais pas, moi je voulais faire enseignant. Donc ils m'ont dit, mais pourquoi vous voulez pas faire de la recherche? Alors je dis, bah, pourquoi pas? Et je me suis un petit peu laissé porter comme ça à faire un master 2, alors plutôt orienté recherche. Donc moi j'ai fait jusqu'au master 1 à Montpellier, puis je suis venu au master 2 à Lyon. Et après, à l'issue de ça, à l'issue d'un master 2, j'ai poursuivi en thèse aussi, ce qui était assez naturel après un master recherche. Oh, bah Voilà, alors là, je sais pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Enfin, si, effectivement. Non, après, effectivement, je pense que j'ai toujours été intéressé par de la physique. Alors, je me souviens encore de certains cours de physique quand j'étais au collège et un prof qui m'avait expliqué un truc. J'avais trouvé ça génial de pouvoir comprendre comment fonctionnait, au moins, en tout cas avoir l'impression de comprendre comment fonctionnaient un petit peu les choses que je voyais dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qui m'a plu, ce qui m'a intéressé dans la physique, du coup. Et après, donc j'ai poursuivi en licence de physique. Enfin, bon, à l'époque, c'était sciences de la matière, hein, c'est l'histoire des vieux, ça. Et puis, licence de physique, master de physique, maîtrise 1 de physique. Et puis voilà, j'ai fait un DEA, le master 2, ça s'appelait un DEA à l'époque, diplôme d'études approfondies. Et je devais choisir des choses. Ben, j'ai choisi la physique statistique et les phénomènes non linéaires. Et pour la petite histoire, ce qui m'avait réellement plu dans l'explication de mon prof de physique, c'était de la physique statistique. Et donc, inconsciemment, j'ai gardé ça comme fil conducteur, même si au final, j'ai fait une thèse en physique non linéaire. Et après, c'est les aléas de la vie. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Et puis, bon, ça m'a permis quand même d'avoir le poste que j'ai maintenant. Et tu me disais aussi dans la préparation que tu avais apprécié de voir qu'on se creusait la tête sur quelque chose qui n'a pas de réponse. C'est quelque chose qui t'a motivé aussi à faire une thèse, il me semble, par rapport au départ, le fait que tu te destines à l'enseignement pur. Oui, c'est vrai qu'à l'issue, bon, jusqu'au master 1, les cours, c'était très scolaire au final. On voyait des choses que d'autres avaient découvert avant nous, et puis bon, on avait une solution. En tout cas, on était sûr d'avoir une solution. Et c'est vrai que pendant mon stage de master 2, c'était un stage recherche plutôt, et bah, je me souviens, j'avais des questions, j'allais voir mon maître de stage, que je croise encore maintenant, hein. Je lui disais, mais c'est quoi la réponse? Je sais pas. Il me dit, bah, je sais pas moi, sinon on ferait pas de recherche si on savait. Donc ça m'avait un peu intrigué au début, un peu décontenancé, parce que je me suis dit, mais j'ai un responsable de stage, s'il connaît pas, à quoi il me sert? Mais bon, après, je dis ça en rigolant, mais il m'a appris une démarche, une certaine façon de réfléchir, poser les questions, les bonnes questions. Et oui, ça m'a beaucoup plu comme idée de se creuser la tête pour trouver une réponse. On espère que ce soit qu'elle est la bonne, hein, mais c'est pas sûr. Merci Kevin. Alors toi, Marie, de ton côté, est-ce que ça fait écho à ton expérience? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton avant-doctorat? Je rejoins Kevin sur l'idée de se creuser la tête. C'était ce qui me plaisait aussi. Moi, j'ai un bac littéraire et je devais aller en prépa et je me suis dit que bon, bof quoi. Donc j'ai décidé de m'inscrire en fac de droit. Le plan, c'était vaguement de faire un peu de droit et ensuite de tenter Sciences Po et de devenir journaliste ou voilà. Au passage, du coup, j'ai l'impression que la génération après nous est hyper stressée, avec Parcoursup, tout ça. Bon, hein, moi je suis quand même l'exemple qu'à cette époque-là, on y allait comme ça, on tentait des trucs et voilà quoi. Le projet se construisait un petit peu au fil des expériences. Donc je suis allée en fac de droit. J'ai moi aussi fait une maîtrise en droit privé. J'ai choisi ma spécialité, le droit international, notamment parce que celui qui a été mon directeur de thèse était venu nous expliquer la matière et que je m'étais dit que ça avait l'air vraiment super. Et ensuite, j'ai fait un DEA aussi, donc un master de recherche.
En maîtrise, déjà, j'avais beaucoup apprécié la possibilité de faire des petits mémoires de recherche à la place d'examens oraux dans certaines matières. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant, beaucoup plus intéressant que ce qu'on faisait en cours habituellement, c'est-à-dire, grosso modo, en dehors des matières principales, on a quand même beaucoup de matières où on bachotait le cours la veille de l'oral et on rebalançait sur des questions de cours. Et voilà, donc ça, j'avais trouvé ça hyper intéressant de faire ça. J'avais beaucoup aimé. Je suis partie ensuite 1 an en master en école de commerce et je me suis beaucoup ennuyée. Je me suis dit, bon, bah, je vais repartir en DEA recherche. J'avais le choix entre Nanterre et Dijon. J'avais choisi Dijon par affinité intellectuelle. On faisait plus de contrats, droit des contrats internationaux à Dijon que ce qui était prévu à Nanterre, qui était plus contentieux. Donc, je suis revenue à Dijon. Et voilà, j'ai fait mon mémoire de DEA avec mon directeur de thèse et je me suis dit que ça allait être bien de continuer et de faire quelque chose, alors ça va faire un petit peu prétentieux, mais de faire un truc vraiment difficile en fait, de commencer vraiment à se creuser la tête et à relever un défi un petit peu pour l'ancienne dilettante que j'étais. Un côté challengeant alors pour les deux et aller chercher la difficulté, ce qu'on ne sait pas encore. Merci tous les deux. On va passer justement, je vais repasser vers Kevin. On va passer à la phase du doctorat. Donc, vous avez eu l'opportunité de faire un doctorat. Comment vous l'avez vécu? Comment toi, Kevin, tu l'as vécu? Est-ce que déjà tu peux juste nous dire en un mot ta discipline, ton sujet et comment tu as vécu et comment ton projet professionnel il a évolué en fonction de ce doctorat-là? Alors, du coup, c'était en physique non linéaire, c'était au laboratoire de physique de l'Université de Bourgogne. L'idée alors, bon, pour la petite histoire, j'aime bien ce que Marie a dit tout à l'heure. C'est pas, je suis pas sûr qu'il faille tout le temps avoir une voie tracée et puis se dire je vais tout droit et puis je ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Moi, je voulais rester en physique statistique parce que c'était ça qui m'avait plu dans la physique. Et comme maintenant, alors le processus est un petit peu différent, mais on cherche des thèses vers juin à peu près de l'année du Master 2. Et alors, bon, je devais aller faire une thèse à Bordeaux, finalement ça ne s'est pas fait pour des raisons administratives. Et je suis arrivé en juillet, j'avais toujours pas de thèse, et il fallait attendre le deuxième tour des retours de bourse de financement de thèse pour savoir où j'allais, toujours pas, août. Et puis là arrive fin août, j'avais trouvé une piste sur Lyon. Alors comme j'avais fait mon master 2 à Lyon, je me suis dit, génial, à Lyon quoi. Et puis j'avais toujours pas de réponse, ça tardait à arriver, c'était peu probable que j'ai un financement. Et j'ai trouvé aussi à Dijon, ils cherchaient quelqu'un. Ils avaient un financement sûr et je me souviens très bien, moi je me dis, moi je veux rester sur Lyon, j'avais décidé de rester sur Lyon et puis les réponses sur Lyon n'arrivaient pas. Donc j'avais mes futurs directeurs de thèse à Dijon qui me demandaient, mais pourquoi tu dis pas oui, on a un financement, on t'attend. Et je dis, mais non, je veux rester sur Lyon, c'est pas possible. Et au final, la raison a eu le dessus et j'ai accepté ma thèse. Et c'était au laboratoire. C'était une thèse entre le laboratoire de physique et le laboratoire d'électronique, informatique et images. Et l'idée, c'était d'essayer d'appliquer ce que les gens de la physique savaient faire sur les fibres optiques à l'époque, enfin, toujours maintenant, sur des systèmes qui sont dits des lignes électriques, donc qui était plutôt une compétence qui était développée au LE2I, qui est le laboratoire d'électronique, informatique et images. Et c'était une thèse à cheval un peu entre ces deux laboratoires avec des thématiques, je pense après coup, je ne sais pas méchant contre mes anciens directeurs de thèse, mais il y avait une idée, mais personne ne savait si ça allait marcher, quoi. Et je me souviens, au début, je me suis dit, génial, on y va. Et puis, arrivé au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait ça? J'ai pas l'impression que ça marche. Et donc, on s'est un petit peu creusé la tête. Bon. Et au final, ça a marché. Il y a eu des petites circonstances, des petites anecdotes un peu rigolotes. Mais... Ouais, vous vous êtes creusé la tête un moment. Du coup, par rapport au vécu de cette expérience-là, tu me disais que voilà, les 2 premières années, ça avait été bon. J'imagine que la période de biblio, tout ça, tu te poses peut-être moins de questions. La deuxième année, elle a été un peu plus difficile, il me semble. Oui, mais après, je pense que c'est assez, on s'attend, et puis ça dépend beaucoup du contexte des gens autour de nous.
forcément, quand on est dans un laboratoire, on voit enfin, nos autres collègues. Certains avaient un parcours en ligne droite, effectivement, ils avaient une ligne droite tracée, et puis ils avançaient. Puis moi, je regardais, je me dis, mais en fait, moi, je vais où là? Parce que ça ne donne rien. Je me posais aussi les questions, mais est-ce que c'est finalement quelque chose qu'on correspond, le doctorat? Parce que moi, pourquoi est-ce que moi, ça avance pas? Alors pourquoi d'autres, non? Et n'hésitez pas à réagir, amis participants, si vous avez ce type de sentiment, en fait, parce que cette comparaison dont tu parles, beaucoup d'entre vous l'évoquent, en fait. C'est vraiment, on ne peut pas s'empêcher, quand on est doctorant, de se comparer à ce que nos pairs font. Surtout que j'imagine que toi, tu étais dans un environnement, dans une équipe où il y avait d'autres doctorants qui naviguaient dans le laboratoire. Après, effectivement, le fait d'être à cheval sur deux disciplines, ça n'a peut-être pas aidé à la communication interdoctorant ou une aide particulière ou un soutien là-dessus Oui, je sur ton pense que sujet? oui, j'avais un sujet qui était un peu extraterrestre parce que ça n'appartenait ni au laboratoire de physique ni au laboratoire d'électronique. Et donc, et j'étais localisé au laboratoire de physique, donc eux ne connaissaient pas du tout les systèmes sur lesquels je voulais étudier. Eux connaissaient la physique que je voulais appliquer sur mes systèmes. Et donc, quand je leur disais, dans mon système, j'ai pas l'impression que ça marche, ils me disaient, bon, essaye ça, mais sans réelle idée comme quoi ça allait marcher un jour, quoi. Et finalement, ça a marché. Il y a quand même eu quelque chose, un déclic qui a fait que tu as réussi à trouver quelque chose, tu as atteint l'objectif que tu t'étais fixé. Oui, alors, il y a eu, sur le sujet initial, il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont été publiées, donc entre guillemets valorisées. Et alors, la petite histoire, c'était mon directeur de thèse au LE2I qui m'avait dit, essaye de contacter telle personne qui était de Montpellier, comme par hasard. Enfin, c'est une longue histoire pour moi, parce que je retrouve souvent dans mon parcours des gens que j'ai connus avant, qui étaient un de mes enseignants quand j'étais à Montpellier. Il m'a dit, il travaille sur ça, est-ce que tu peux essayer de discuter avec lui? Peut-être qu'il aura des idées. Donc, je lui ai écrit. Alors, heureusement, j'étais bon étudiant plutôt, donc il se souvenait de moi. Il m'a dit, ah ouais, alors qu'est-ce que tu deviens? Donc, machin, machin. Et je lui explique ma problématique. Il me dit, envoie-moi un papier où tu me décris un peu quel est ton système, qu'est-ce que tu devrais voir, et puis je te dirai, enfin, je te donnerai un avis. Donc, je lui envoie un papier, j'écris, et pas de bol ou coup de bol, je ne sais pas, coup du sort, dans les équations que j'écris, j'ai fait une erreur. J'ai mis un plus à la place d'un moins, ou inversement, je ne me souviens plus. Donc, il me dit, ah si, ces équations, je les connais, essaye ça, ça devrait donner ça. Mais ce serait intéressant que tu me le montres parce qu'on n'a jamais testé ces phénomènes-là dans des lignes électriques telles que toi tu les fais. Donc, j'ai dit, génial, j'essaye. Effectivement, j'ai des choses qui ressemblent à ce qu'il me décrivait. Et alors, je me souviens, c'était une époque qui était assez joyeuse, entre guillemets, dans une thèse, parce que je me souviens que je lançais les simulations la nuit, je me levais, je regardais, ah ouais, ça a marché, je relançais, parce qu'on n'avait pas encore toutes les facilités de calcul qu'on a. En tout cas, moi, je ne savais pas très bien les utiliser. Et puis, je rédige, je lui envoie les résultats, je dis, ouais, ça marche. Et puis, je dis, ah oui, juste un truc, tu t'es trompé dans les équations, c'est pas un plus ou un moins. Enfin bon, je sais plus. Il me dit, mais comment ça, tu t'es trompé? Je lui dis, oui, enfin, c'est ça l'équation, tu as mal lu. Il me dit, mais non, tu m'as dit que ça, petit quiproquo. Et puis, il me dit, je lui renvoie les bonnes équations, il me dit, ah non, si c'est ça, on ne devrait pas l'avoir. Donc, il me dit, mais ce que tu observes, moi, je ne sais pas ce que c'est, on ne devrait pas voir ça. Et donc, ça a donné lieu du coup, on a cherché, effectivement, c'était un phénomène qui était relativement nouveau, qui m'a permis de publier, mais bon, voilà, c'est parti d'une erreur de signe sur un document que j'ai rédigé. Bon, heureusement que j'ai fait l'erreur, quoi. C'est très intéressant quand même, hein. Le hasard fait bien les choses. Merci Kevin, je te coupe la parole pour la laisser à Marie cette fois. Alors Marie, toi de ton côté, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment tu as vécu ta thèse, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Écoute, diversement parce que, la première année, j'étais pas financée. Donc c'était à la fois, assez intéressant et en même temps assez difficile. Parce que déjà, il y avait l'entrée, oui, l'entrée dans le monde universitaire, un petit peu rude, puisque on n'avait pas assez de financement. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça maintenant. C'était pas des contrats doctoraux à l'époque encore. Enfin bon,
Des allocations de thèse. C'était ça. On n'en avait pas assez en droit pour financer au moins une thèse par DEA, puisque ça fonctionnait comme ça chez nous. Je pense que c'est toujours assez lunaire pour ceux qui viennent des autres disciplines. Donc, je travaillais 25 heures par semaine. Je donnais des cours en BTS dans une boîte privée, des cours de droit. Je travaillais sur ma thèse et en plus, j'avais, je crois, 3 groupes de TD à l'UB en plus de tout ça. Donc, la première année, voilà, c'était intense, dirons-nous. Et puis, avec quand même toujours un petit peu la déception voilà, le DEA, c'était hyper bien passé. Et puis, bam, quoi, en arrivant, bon, c'était pas hyper agréable. Et sur la suite, j'ai été financée à partir de la 2e année. Donc, moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, surtout la phase de conception, la phase de biblio, de réflexion, etc. Ensuite, la phase de rédaction m'a très clairement gonflée, hein, soyons honnêtes. Alors, j'ai rédigé dès le début, hein, bien sûr, des synthèses par thème, etc. Mais quand il s'agit essentiellement de rédiger la plupart du temps, bon, je trouvais que c'était quand même un petit peu moins fun, hein. C'était très, 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 très répétitif. Ouais, voilà. Puis en plus, l'angoisse, quoi. L'espèce d'angoisse tout le temps, vous êtes devant votre ordi, et puis il faut rédiger, et puis voilà, quoi. L'angoisse Donc, de la bon, page blanche. ouais, alors pas tellement, parce que moi j'écris, hein, de toute façon. Après, la question, c'est plutôt est-ce que c'est bon ou pas, mais moi j'ai tendance à écrire. Et en parlant de ça, justement, est-ce que tu étais relu régulièrement? Par rapport à ton encadrement, comment tu pourrais le qualifier? Alors, moi, j'ai fait une thèse en droit, j'ai soutenu il y a 10 ans maintenant, hein. Donc, autant dire, je ne sais pas comment c'est maintenant. Autant dire que question encadrement, je pense que ça fait hurler tout le monde maintenant. Je suis certaine qu'il y a une évolution. Mais moi, mon directeur de thèse, qui était brillantissime et que j'appréciais vraiment, je le voyais 2 fois par an pour discuter de ma thèse. Et encore 2 fois par an, c'était un bon score, hein, très honnêtement. En prenant rendez-vous avant, c'est-à-dire que j'ai envoyé des pages, etc. Et on prenait rendez-vous. Et ensuite, il me faisait des remarques, il me disait oui, il faudrait creuser tel point, il faudrait avancer là-dedans. Et puis hop, c'était reparti pour 6 mois à travailler toute seule. Donc, moi, je trouvais ça normal, hein, parce que tout le monde fonctionnait plus ou moins comme ça. Il y avait quelques petites variations d'encadrement, hein, mais grosso modo, moi, j'étais au max de l'autonomie. Mais ceux qui étaient plus encadrés n'étaient pas beaucoup plus encadrés dans ma discipline. Et à l'époque, l'école doctorale était, comment dire, embryonnaire, je ne sais pas. Alors, ça existait depuis longtemps, hein, mais moi, mon souvenir de l'école doctorale, c'est que c'était la croix et la bannière pour remplir des papiers, pour se réinscrire, et qu'on avait le droit à 150 €, si je me souviens bien, de frais couverts dans l'année pour se rendre à des colloques ou pour des frais de recherche divers. Et il n'y avait pas de comité de thèse, de relecture et tout et tout. Donc, on comblait tous, hein, plus ou moins, avec les autres enseignants-chercheurs qui étaient dispo pour nous filer un coup de main éventuellement. Sachant qu'on n'avait pas de bureau. Dans mon souvenir, j'avais réussi à décrocher un bureau en milieu de thèse parce que j'étais responsable d'une unité d'enseignement. Donc, du coup, j'avais un bureau qui allait avec. Donc, du coup, j'avais 2 copines thésardes qui squattaient dans le bureau en même temps. Mais enfin, voilà. Je pense que ça a beaucoup changé de ce que je vois de l'extérieur maintenant, mais j'en suis pas certaine. Alors, on n'en est pas certain ou si je sais que parmi les participants, on a des docteurs en droit, des doctorants en droit. Alors, n'hésitez pas à nous informer justement. Est-ce que ça a changé en 10 ans ou pas? N'hésitez pas à vous exprimer sur le fil de discussion. Donc, une thèse en toute autonomie, visiblement. Tu me parlais aussi du fait que, voilà, que tu as eu l'opportunité quand même de rencontrer quelques confrères et que tu avais finalement pu être un peu aidé à un moment, mais que tu n'osais pas trop demander, toi, à ce moment-là, de l'aide voilà, sur tes articles ou sur ton projet de carrière. Je pense qu'en fait, moi, j'étais à une période de transition, enfin, en tout cas, je l'espère. On commençait à intégrer en droit l'intérêt de publier.
pendant la thèse, parce que pendant très longtemps, quand même, ce qui comptait, c'était avant tout la thèse et si possible pendant 10 ans. Donc, on commençait à réduire la durée des thèses, mais ce n'était pas encore très accepté par le CNU. On commençait à bien voir le fait de publier, mais après, avec des inégalités d'encadrement encore entre les équipes. Et moi, par exemple, je ne voulais pas demander, je n'osais pas. Donc, je voyais des collègues qui, eux, avaient leur premier sujet d'article qui avait été donné par leur directeur de thèse, relu, etc. Alors que moi, je m'étais débrouillée toute seule et j'avais informé mon directeur que j'allais publier ça à tel endroit, mais je n'avais pas pensé forcément à demander à être lu. Il ne l'avait pas proposé non plus. Et alors que je me suis rendu compte au fil du temps, et surtout après, j'étais un peu lente à réagir, qu'il y a plein de maîtres de conf ou de profs qui auraient été très contents de donner un coup de main si j'avais demandé. Et très contents de donner des conseils, de relire, etc. Mais que je sais pas, j'étais peut-être un peu... il y a peut-être de l'ego, de l'orgueil, puis le fait qu'on était très isolés à l'époque. On avait des contacts avec les autres via l'enseignement et parce que c'était les anciens potes de DEA, de maîtrise, etc. Mais voilà quoi, sinon on était très isolés pour le travail doctoral en tant que tel. Donc, une leçon peut-être à tirer pour vous, amis participants, c'est n'hésitez pas à aller toquer aussi aux portes des confrères de vos directeurs de thèse si jamais vous vous sentez peut-être parfois un peu délaissé, entre guillemets. Je précise, Candice, en restant extrêmement diplomate et bienséant, si vous allez toquer aux portes des confrères de vos directeurs de thèse, je pense qu'il y a une façon de l'amener. Intelligence. Cela voilà, va en sans toute dire. intelligence. Voilà, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, oser quand même parfois solliciter l'avis constructif de collègues et de pairs. Je t'entends plus, Candice. Ah oui, je viens de couper mon micro machinalement, je ne sais pas pourquoi. On va s'arrêter sur cette première partie. Merci à vous. On va peut-être passer au petit temps de commentaires, de suggestions et de questions. Nourane, je vais te laisser la parole. Oui, on a quelques remarques, dans le chat. Romain Lance qui nous dit: «C'est vrai que l'assurance des autres vis-à-vis de leur projet est inquiétante parfois». C'était pendant que Kevin racontait, ses débuts, de doctorant, je crois. Oui. Après, je pense qu'il y a un petit jeu. C'est pas les gens qui font une thèse ne sont pas forcément des gens qui sont tous, on va dire, très humbles. Donc, il y a un petit jeu d'ego aussi des fois qui se joue. Bon, après, c'est la vie. Et puis, alors Gilles qui souligne que l'intervention de Kevin était très intéressante. Et puis, on a Dolores qui nous dit, alors, elle s'adresse à Marie. Une ancienne collègue et doctorante que j'aime bien saluer dans les afterwork. Alors, donc elle s'adresse à Marie avec un regard un peu plus froid du fait de votre thèse soutenue à une époque autre que l'époque actuelle, qu'aujourd'hui. Quelle est selon vous la meilleure fréquence de rencontre avec ces encadrants? Plus que 2 fois par an, on l'a compris du coup. On peut poser la question à Marie et à Kevin d'ailleurs. Ouais, peut-être un peu plus que 2 fois par an. Après, je pense que ça dépend aussi de la façon de travailler de chacun. Parce que si on va voir toutes les 2 semaines avec une question qu'on peut résoudre tout seul, ça me paraît pas avoir un grand intérêt. Il faut quand même travailler, il faut réfléchir, etc. En revanche, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir avoir des échanges réguliers sur certains points, sur des directions, ne pas rester bloqué en fait longtemps sur un point, voilà. Donc je pense que plus que la fréquence, c'est plutôt la disponibilité et le fait de pouvoir avoir des échanges quand on en a besoin sur certains points, en plus de grosses sessions de relecture ou ce genre de choses. Mais voilà, pouvoir discuter de tel point, se débloquer, avoir une vision autre, un angle différent. Voilà, je pense que c'est surtout ça. Kevin, de ton côté, toi, en tant que maître de conf en physique, quel est ton avis? Puisque j'imagine que toi, tu encadres. Oui, alors je pense qu'il y a, comme Marie a dit, il n'y a pas de réponse absolue. Ça dépend vraiment des personnes, ça dépend. Mais je pense que c'est au rôle maintenant que je suis passé de l'autre côté de la barrière, je pense que c'est au rôle de l'encadrant d'essayer de comprendre comment, ce dont le doctorant a besoin. Chaque doctorant, enfin tous les doctorants sont différents, certains sont vraiment très très autonomes, d'autres ont besoin d'avoir une fois par jour juste croiser, discuter,
montrer qu'on est toujours présent pour eux, c'est important. Mais par contre, voilà, même les gens qui sont très autonomes, je pense qu'il y a un minimum à avoir parce que des fois, on se fourvoie dans une direction qui n'est pas bonne et puis comme on est seul, des fois, on n'a pas l'impression de mal faire, mais c'est juste qu'on s'est trompé et avoir un regard extérieur, c'est toujours utile. Donc, est-ce qu'il y a une bonne fréquence? Je dirais au moins une fois par semaine. C'est le strict minimum auquel je me... Alors, on navigue entre 1 fois par semaine et 2 fois par an. Mais effectivement, je pense que les domaines sont très l'amplitude peut être la vaste. façon Oui. d'appliquer est très différente entre le droit et peut-être les sciences plus dures. Ouais, je pense que c'est pas la même façon de travailler, c'est pas les mêmes matières, enfin, c'est très différent. Une fois par semaine, nous en droit, je pense qu'on saurait pas quoi se dire, hein, très honnêtement. On a une autre réaction de Zina dans le chat qui est doctorante en droit public et qui nous dit que malheureusement, les doctorants ont toujours un problème concernant le financement de leur recherche. Alors, si je peux me permettre, je ne sais pas si c'est vraiment les doctorants qui ont un problème concernant le financement de la recherche, de leur recherche, ou si c'est pas plutôt l'université qui a un problème de financement des doctorants. C'est ça, je trouve. Alors, je me permets. La recherche tout court, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est une vision très doctorale, très doctorant pour le coup. Il n'y a pas de financement pour moi. Je pense qu'il n'y a tout simplement pas de financement globalement vu de l'extérieur. Moi, je suis sortie maintenant, mais et que c'est pas plus que ça la responsabilité du doctorant. Au final, c'est une responsabilité collective et il y a des voilà. Mais c'est pas c'est pas un problème de doctorant stricto sensu, je pense. Ok, merci beaucoup pour ta réponse, Marie. On a également un commentaire de Romain dans le chat qui va peut-être plus intéresser Kevin. Il nous dit qu'en physique, les questions sont peut-être aussi plus bloquantes, plus contraignantes. Donc j'imagine qu'il fait référence au fait de devoir rencontrer plus fréquemment son directeur de thèse pour pouvoir avancer dans les recherches. Oui, donc c'est juste ce que dit Romain. On lance des expériences, des simulations. On a assez rapidement des résultats, souvent. Hein, le temps de mettre tout ça en place, c'est 1 semaine, 2 semaines grand maximum. Après, on a des choses à discuter et il faut absolument pouvoir en discuter avec son encadrant dans ce cas-là, ce qui est probablement pas le cas en droit où on a besoin de beaucoup plus rechercher des choses avant d'avoir un résultat. Nourane, je trouverais vraiment intéressant que tu poses la petite question WooClap parce que j'aurais envie de faire des rebonds sur ce qui a été dit et sur ce qui va ressortir, si ça te va. Et si vous n'avez pas d'autres questions, les participants. Ouais, merci à tous pour vos Ouais. réactions dans le chat, ça nourrit le dialogue, c'est toujours très appréciable. Alors Candice, est-ce que tu fais référence à la question sur dans quel état d'esprit sont nos doctorants dans leur non. thèse? C'est celle-là ou c'est celle d'après? On en a préparé tellement des questions, je ne sais plus. Ah ouais, en fait, on a oublié d'en poser une, mais je pense, ouais, voilà. Non, ce serait plutôt celle d'après, si possible. Plutôt celle d'après sur la poursuite de carrière? Ouais, si tu veux Ok. bien. Alors, je vais vous partager à nouveau le lien dans le chat, le lien du WooClap. J'espère que c'est le bon lien cette fois et que ça va fonctionner un peu mieux que tout à l'heure. On va le tester On ensemble. va essayer ça. Je vais de toute façon vous repartager mon écran avec le lien, le QR code, tout ce qu'il faut. Le temps de vous connecter et puis voilà, je vous laisse c'est bon. quelques secondes. Ça semble marcher là, Nourane. Et puis ensuite, je passe du coup à la question et je pense que c'est celle-là. Voilà, on veut savoir un petit peu comment vous vous sentez par rapport à la poursuite de carrière, donc à l'après doctorat. Quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes confiant ou pas? Je rebondis pendant que vous répondez parce que ça fait écho et j'avais envie de vous en parler parce que c'est assez récent. Il y a une enquête nationale qui a été menée il y a quelques mois par le réseau national des collèges doctoraux et d'ailleurs à laquelle vous avez peut-être déjà répondu. En fait, c'était en septembre, du septembre à octobre, je crois, qui a interrogé tout un panel au niveau national de doctorants et d'encadrants pour mieux connaître un petit peu le rapport des doctorants à leur doctorat et des encadrants aussi vis-à-vis de leurs doctorants. Et donc, il y a tout un tas de réponses, de résultats qui sont assez édifiants, qui sont sortis il y a très peu de temps. Nourane, si tu veux bien mettre le petit lien
que je t'avais envoyé. Vous pouvez trouver tous les résultats sur le site du Réseau national des collèges doctoraux. C'est vraiment une enquête sur la formation doctorale qui a pour objectif de mieux sentir et apprécier le vécu et la vie des doctorants sur leur thèse, leur relation avec leur encadrant notamment par exemple, ou leur relation vis-à-vis de leur avenir professionnel. Ça, c'est 2 questions parmi beaucoup d'autres. Et c'est vraiment intéressant d'aller piocher là-dedans. Peut-être à l'issue de l'afterwork, s'il nous reste quelques minutes, je vous montrerai, il y a quelques slides un peu récapitulatifs qui ont été rendus sur cette enquête. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à aller sur le site et vous aurez accès directement à tous les résultats de l'enquête. C'est vraiment intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que vous êtes... voilà, il y a quand même... vous êtes un peu à égalité entre vous poser des questions et vous êtes confiant, quoi. Sachez en tout cas, si ça peut vous rassurer quand même, que le taux d'insertion professionnelle des docteurs est relativement haut. On est au niveau national à 93% de taux d'insertion pro à 3 ans. Donc, il est normal de vous interroger. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même de grandes chances, et j'espère que nos témoins vont vous le prouver ce soir aussi, que votre avenir soit plutôt rayonnant, si tant est que vous sachiez bien aussi valoriser votre parcours. Donc c'est aussi important ces moments-là pour nous, c'est de vous aider à prendre conscience que votre formation doctorale et tout votre parcours, avant même tout ça, est valorisable, et qu'il faut aussi, que vous soyez dans une démarche de valorisation. Vous êtes les premiers ambassadeurs de votre formation et de votre parcours. Donc ça, c'est aussi quelque chose à savoir. Romain, toujours, qui nous dit que vous êtes plutôt confiant, parce que rassuré par les témoignages des chercheurs que je peux rencontrer, mais ça reste difficile de savoir où on va. Donc plutôt rassuré sur la finalité, mais moins sur le parcours. Après, comme le disaient Marie et Kevin, la vie aussi est faite d'opportunités, et que des fois, il faut aussi se laisser un petit peu les yeux ouverts sur les opportunités et se laisser un peu voguer. On va peut-être passer du coup à l'acte 2, parce que justement, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur votre après-thèse, à vous, Kevin et Marie. Marie, c'est toi que je vais interroger en premier. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques minutes ton parcours après ton diplôme de doctorat, après ta soutenance? Qu'est-ce que tu as fait? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Et comment ça a impacté ton projet pro? Alors concrètement, à la fin de ta thèse, c'était quoi ton projet de carrière et comment ça a évolué? Moi, je voulais être enseignant-chercheur. Donc, je m'étais inscrite, j'avais calibré la date de thèse là, en décembre pour pouvoir m'inscrire à la campagne suivante de qualification pour être maître de conf. Et en même temps, comme je suis juriste, je m'étais inscrite à l'école d'avocat, puisque nous bénéficions encore d'une passerelle. Les docteurs peuvent s'inscrire à l'école d'avocat sans passer l'examen d'entrée. C'est remis en cause périodiquement, et encore récemment à cause d'une affaire de plagiat par un docteur de sa thèse. Il a été sanctionné par Paris 1, mais j'étais inscrite au barreau grâce à ce doctorat. Donc, bon, on est un petit peu sur la sellette, mais on peut toujours le faire. Donc, je m'étais inscrite à l'école d'avocat en même temps. Donc, je soutiens en décembre. Je ne sais plus à quelle date se faisaient les candidatures pour le CNU, mais je remplis mon dossier. Je m'inscris à l'école d'avocat en même temps. Et j'avais trouvé du boulot comme juriste en entreprise. Alors, dans la filiale de valorisation de l'Université de Bourgogne, qui à l'époque était Williams. C'est une SAT maintenant, je crois, si j'ai suivi. La SAT Science. Voilà. Je bossais là-bas, j'avais un CDD d'1 an, et donc le plan, c'était de faire l'école d'avocat en utilisant mon CDD pour valider un des stages qui était le stage qui n'était pas en cabinet d'avocat. Donc, mon CDD validait le stage. Comme il n'y avait pas beaucoup de cours, j'allais en cours sur mes jours de RTT, de vacances, etc. C'est dire à quel point la formation d'école d'avocat est ardue. Donc, je faisais ça sur mes RTT, mes vacances. Et en même temps, j'attendais les résultats de la qualif. Je me suis vautrée à la qualif. J'ai trouvé ça extrêmement injuste.
Alors évidemment, mon dossier, hein, selon ma règle habituelle, hein, je l'avais rempli toute seule. Personne ne l'avait relu, j'avais eu aucun conseil, rien. Et donc, dans la foulée, extrêmement pertinemment, j'ai envoyé un mail à un des rapporteurs pour connaître pourquoi est-ce que le dossier était rejeté. Apparemment, il ne fallait pas faire ça, c'était extrêmement mal pris. Je me suis fait engueuler en retour. Donc, j'ai vote pour les autres. Il ne faut pas demander alors. Ça ne me paraissait pas complètement absurde, moi, comme démarche, mais bon, a priori, il ne fallait pas. Donc, j'ai continué l'école d'avocat. Et donc, au bout de cette première année, fin de contrat chez Welliance, fin de CDD. Et donc, j'enchaîne avec mon stage final en cabinet d'avocat pour devenir avocate à la fin. Donc, je suis en stage. Et là, j'avais redéposé mon dossier pour la qualif, mais en fait, complètement hors profil. C'est-à-dire que normalement, ce qu'il faut faire quand on se vautre, c'est rebosser. On n'a pas tellement le concept de postdoc en droit, mais bon, ce serait mieux d'être à terre pendant 1 an, de republier à fond, etc. Moi, j'étais complètement en dehors des clous. J'avais publié quand même, mais bon, voilà quoi. Je me fais jeter à nouveau. Les universitaires que je côtoie me disent c'est pas normal, il faut que tu fasses appel. Bon, j'étais en cabinet. À l'époque, je sortais avec quelqu'un qui en était à 10 ans de postdoc, je crois, en bio. Il a fini par avoir un poste, mais je me disais... Tu ne te voyais pas à temps. Bof. J'avais un plan B, de toute façon, parce que je pouvais devenir avocate. Donc, voilà, j'ai laissé tomber. Je l'ai très très mal vécu, hein. Je pense que j'ai mis 8 ans à m'en remettre à peu près, grosso modo. Je plaisante en disant 8 ans, j'ai vu les yeux de Gilles en bas. Mais ouais, enfin voilà, un sentiment d'inachèvement et d'incompréhension en plus, parce qu'honnêtement, dans les critères qu'on nous donne, et notamment pour ceux qui sont je vois bien ceux qui étaient en sciences de la vie, etc., où on compte le nombre d'heures d'enseignement, etc. Moi, j'avais un nombre d'heures d'enseignement de malade. J'avais publié, j'avais eu j'avais eu un prix de thèse, j'avais eu les félicitations du jury à l'unanimité. Enfin, voilà quoi. C'est pas un truc de complaisance. Enfin, j'espère quoi, parce que je me suis posé la question quand même, hein. Je me suis demandé si par hasard ma thèse n'était pas toute pourrie et si on me l'avait pas juste donnée pour faire plaisir à mon directeur de thèse. Enfin, grosse remise en cause. Et j'ai commencé à bosser en cabinet. Je suis devenue avocate. J'ai fait plusieurs cabinets pendant mes 3 premières années parce qu'il y en avait 2 qui avaient besoin de quelqu'un que pendant des périodes assez brèves, donc c'était convenu dès le début. Et un autre où je suis tombée chez un confrère qui n'était pas forcément extrêmement correct avec ses collaborateurs, qui les payait quand il avait le temps et on restait au caf jusqu'à 2 heures du mat, on se faisait hurler après, etc. Donc 3 premières années comme avocate, assez compliquées. J'ai démissionné à la fin de cette collab affreuse. J'ai fini par dire que je partais. J'ai mis mon CV en ligne et j'ai été recrutée par un cabinet qui faisait du droit douanier, qui est une matière qui n'est quasiment pas enseignée à l'université. Et qui se sont dit que quelqu'un avec un doctorat, alors notamment avec pas mal de droit communautaire en dominante, arriverait à comprendre toute seule le droit douanier et à le pratiquer, vu que ce n'était pas enseigné et qu'il y avait beaucoup de droits communautaires. Donc, le doctorat est un argument, mais peut-être pas en début de carrière. C'est-à-dire qu'en début de carrière, le doctorat, c'était plutôt un frein pour les cabinets parce que j'étais plus vieille que les autres. Parce que ils se disent qu'on va pas s'intégrer forcément dans l'équipe. Voilà. On a une posture qui est un peu différente aussi. On a passé 4 ans à enseigner, à travailler de façon assez indépendante, à avoir déjà un certain nombre de responsabilités quand même, et on arrive en fait en décalé par rapport aux autres. On n'a pas forcément tout de suite une valorisation du doctorat. Au bout de 3 ans, voilà, j'ai été recrutée beaucoup pour ça. J'ai passé 5 ans dans ce cabinet où ça s'est très bien passé, avec une grande autonomie. C'est peut-être un des points aussi sur l'insertion professionnelle du docteur. Je pense qu'il faut être conscient du fait qu'on ne sera peut-être pas forcément dans le moule exact du jeune diplômé lambda, en fait, parce qu'on n'a pas le même âge, on a fait d'autres choses avant, etc.
Donc, ouais, 4-5 ans dans ce cabinet-là. J'ai eu des enfants en 2018, j'ai eu des jumeaux en décembre 2018. Et donc, c'était un cabinet où il y avait beaucoup de déplacements parce que je plaidais dans toute la France, donc au moins 3 déplacements par semaine. Et là, avec les enfants, ça faisait 4 ans et demi que je faisais la même chose. Intellectuellement, c'était un peu moins fun. Les déplacements, ça commençait à devenir un peu fatigant avec les enfants. C'était une espèce d'angoisse de gestion quotidienne un peu lourde. Donc, j'ai commencé à me dire, bon, j'irai bien voir ailleurs. Donc, j'ai refait mon CV, j'ai passé des entretiens. Et là, j'ai un chasseur de tête qui m'a contacté pour venir dans le cabinet dans lequel je suis maintenant, où je fais toujours du droit douanier. Oui, tu as vu, j'ai passé la petite... Ouais, mais on va s'arrêter là parce que du coup, tu vas nous parler plus tard de ton De ce que je activité fais maintenant. actuelle. Et Voilà. en plus, le temps est écoulé. Je vais bientôt passer la parole à Kevin. Mais merci Marie. T'en C'est là prie. qu'on voit quand même qu'effectivement, garder en tête que le doctorat est valorisable, peut-être pas forcément directement après la soutenance pour certains secteurs d'activité, mais qu'en tout cas, effectivement, maintenant, c'est une plus-value aussi. Et il faut savoir aussi le valoriser au bon moment. Et puis aussi, on remarque que la vie personnelle peut jouer aussi sur les choix de carrière. C'est aussi ce que tu viens de nous dire au travers de ton témoignage, Marie, et que parfois, c'est aussi la vie personnelle qui va définir un petit peu aussi les opportunités qu'on se donne. Kevin, passons à toi. Alors, donc là, on était sur une carrière extra-académique, côté Marie, dans ces nombreux cabinets d'avocats, hein, quand même. On voit que, non, mais on voit qu'effectivement, dans l'extra-académique, on peut aussi passer. Voilà, tu as eu de nombreuses expériences qui se sont plus ou moins bien passées, mais bon, j'ai l'impression que tu n'en es pas traumatisé. Kevin, de ton côté, qu'est-ce qui s'est passé toi après ta soutenance et quel était ton projet de carrière j'imagine, on connaît, hein, mais après ta thèse. Bah, voilà, moi je voulais être enseignant-chercheur, hein, comme Marie, ce qui est, je pense que c'est un peu le projet de 90% des gens qui font une thèse, mais peut-être pas maintenant. Et effectivement, en physique, on est plutôt dans cette idée de faire un postdoc, d'aller à l'étranger si possible. Alors bon, bah, moi, contrairement à Marie, moi j'ai eu ma fille pendant ma dernière année de thèse. Donc je me souviens que Pratique. j'ai figé avec elle qui était en train de dormir sur mes genoux, parce qu'au moins elle dormait à ce moment-là. Et c'était assez pratique. Et à l'issue de ma thèse, je me suis posé la question, OK, il faut chercher un postdoc, tout le monde dit qu'il faut aller à l'étranger, il faut aller aux États-Unis. Et puis bah, j'avais ma fille, j'avais ma femme, enfin qui est toujours ma femme d'ailleurs, qui parle pas un traître mot d'anglais. Et puis partir à l'étranger, c'est, bah oui, mais que fait le conjoint? Est-ce qu'elle pourra s'insérer? Il y a toutes ces questions un peu personnelles aussi qui rentrent en jeu. Et puis je me suis dit que, bon, alors moi je suis né à l'île Maurice, donc je suis arrivé en France que pour mes études. Je me suis dit, bon, bah ok, tout le monde part à l'étranger parce que jamais ils sont partis de chez eux. Moi je suis parti à 10 000 km de chez moi. Donc je suis arrivé, j'ai fait Montpellier, j'ai fait Lyon, j'ai fait Dijon pour ma thèse. Bon, bah ok, j'ai quand même montré que je pouvais bouger. Donc j'ai cherché un postdoc plutôt en France. Pour le coup, ça assurait une certaine stabilité familiale aussi. Et puis, bon, comme j'avais fait ma thèse en physique, alors déjà, j'avais dû abandonner la physique statistique. Je me suis dit, non, je reste en physique, quoi. Et je ne trouvais pas de choses qui puissent coller à ce que j'avais fait. Et excepté que bah, j'ai trouvé, moi, j'ai travaillé sur des lignes électriques. Alors, c'était pour étudier les phénomènes physiques sur des lignes électriques. Et j'ai trouvé un sujet de postdoc qui était à Rennes. Et l'objet, c'était d'utiliser ces lignes électriques pour essayer de comprendre des phénomènes qui étaient plus biomédicaux à l'époque. Enfin, toujours qui était, alors le projet, c'était, on travaillait avec une entreprise qui faisait des pacemakers. Alors c'était un type de pacemaker particulier, et il fallait essayer d'optimiser le fonctionnement de ces pacemakers-là, parce qu'on posait ces pacemakers, ça coûtait 20-25 000 euros, et ben il y a un tiers des gens à qui on posait le pacemaker qui se retrouvaient moins bien qu'avant. Donc, il fallait essayer d'optimiser ce pacemaker et il fallait trouver un modèle qui puisse simuler le fonctionnement du cœur, du corps, la circulation sanguine. Et c'était à peu près les mêmes systèmes que ceux que j'avais utilisés pendant ma thèse. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas, hein, à y être, autant découvrir quelque chose de nouveau. Et c'était finalement ma porte d'entrée parce que maintenant, j'ai un poste en tant qu'enseignant-chercheur. Le laboratoire où je suis, je travaille en imagerie médicale.
Donc, c'était un peu ma porte d'entrée sur tout ce qui était imagerie médicale, problématique médicale. Et donc, je suis parti à Rennes, où j'ai fait 2 ans et demi à peu près de postdoc, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout. J'ai travaillé avec des médecins, avec des internes. J'ai encore des amis. J'ai gardé de très très bons souvenirs de cette période-là. Et puis, au bout de 2 ans et demi, nouvelle question. Alors, au bout de 2 ans et demi, c'était en 2010. Alors, j'étais naturalisé depuis. Je pouvais rester en France. J'avais plus besoin de trouver un boulot pour rester en France. Sinon... Et en 2010, je crois, j'ai 31 ans. Et effectivement, il y avait la question je voyais des gens qui étaient en 10 ans de postdoc. Je me disais, bon, est-ce que j'ai envie de trimballer toute la petite famille? Parce que j'avais eu mon deuxième enfant après. Est-ce que je veux trimballer tout le monde à bouger à droite et à gauche, changer de ville tous les 2 ans, tous les 3 ans? Donc, je me dis, non, je cherche des postes et puis point barre. Et là, le labo où j'étais, il y avait un poste en IRM. Moi, je ne faisais pas du tout d'IRM, je faisais de la modélisation sur des lignes électriques qui s'ouvrent, on irait en IRM. Et puis, je me suis dit, OK, j'avais eu ma qualif. Bon, c'est à côté, qui ne joue pas ne peut pas gagner. Donc, j'ai joué, j'ai fait acte de candidature sur ce poste-là en sachant que je n'y connaissais absolument rien. Donc, comme c'était des gens de mon laboratoire, je suis allé discuter avec la personne. C'était la première fois que je le voyais d'ailleurs, parce qu'on n'était pas exactement sur le même site. On avait plutôt bien accroché et on a échangé. Et je lui ai présenté mon parcours. J'ai dit, voilà, moi je ne sais rien, mais je veux bien apprendre. Et je suis allé au concours avec cette idée de dire, je ne peux pas vendre du rêve parce que de toute façon, je n'ai pas de rêve. Déjà, je ne sais même pas quoi leur proposer comme rêve. Donc, autant leur dire ce que j'ai fait, ce que je sais faire, leur montrer ma capacité d'adaptation à différents domaines. Et je crois que ça a pas mal plu. Mais je suis arrivé deuxième. Donc, il y avait quelqu'un qui était en poste d'ATER à l'époque déjà dans le laboratoire, qui avait un profil qui collait bien au poste. Donc, ça me semblait naturel qu'elle l'ait. Et excepté que j'étais assez surpris que mon profil puisse correspondre. Donc l'année d'ensuite, il se trouve qu'il y a un nouveau poste qui s'ouvre sur Lyon avec un profil qui est assez proche de ce que j'avais trouvé sur Rennes. Je me suis dit, ok, j'avais préparé un dossier je ne vais pas essayer de vendre du rêve que je ne connais pas, donc je vais renvoyer la même chose. Et effectivement, coup de bol, je ne sais pas, ou pas de bol, hein. Non, c'est coup de bol parce que j'aime bien mon boulot quand même. J'ai été pris, il n'y avait personne d'autre qui collait exactement en profil et le fait comme j'avais changé de domaine, j'avais pu passer d'un domaine à l'autre, montrer que j'étais adaptable, ça a plu au jury et du coup j'ai été pris sur ce poste à Lyon et depuis 2010, je suis sur Lyon en tant qu'enseignant-chercheur. Alors pour la petite histoire, à l'époque, je terminais mon contrat en mai 2010. Et je m'étais dit, est-ce qu'il faut rebouger? Je m'étais dit, si jamais ce poste-là ne marche pas, je prends toute la semaine et on rentre à Maurice et on va aller trouver autre chose à Maurice. Et finalement, juin, ça avait marché. J'ai eu le poste en juin. Oui, il y a quelques témoins qui ont fait part aussi de ça, c'est l'année de la dernière chance, allez, c'est la dernière fois, et en fait, c'est la dernière fois qui marche. Moi, ce que je trouve intéressant dans ton témoignage, et notamment dans la préparation, c'est ce que tu me disais aussi que en même temps que tu avais postulé à ces postes IRM, tu avais aussi postulé à des postes de physique plus de ton domaine, qui n'avaient finalement pas tant fonctionné que ça, et que c'est un peu en sortant un peu des clous que ta double compétence, elle a été appréciée aussi dans le cadre, dans le cadre de ces concours. Et la deuxième chose que je voulais te dire, c'est assez rare en fait d'entendre quelqu'un qui dit que parce que souvent on imagine, en tout cas dans l'académique, je ne sais pas si qu'il y a un candidat local, c'est souvent présent et on peut imaginer que le candidat local, il connaisse tellement bien l'univers sur lequel le poste est placé qu'il a peut-être plus de chances de... Et toi, tu te disais que finalement, il n'y avait pas de candidat et que tu pouvais... On a du mal à se dire qu'un extérieur peut arriver sur place sans avoir vraiment connu à un moment l'univers. Alors,
pense, sur le poste où j'avais candidaté à Rennes, il y avait un candidat local qui effectivement faisait l'affaire, les gens la connaissaient. Donc oui, sur Lyon, ce n'était pas le cas, en sachant que désormais, hein, la tendance veut que les universités doivent montrer, alors c'est un peu tout coin, ils doivent montrer qu'ils recrutent, ils ont une certaine attractivité vis-à-vis de l'extérieur. Et un des signes, c'est de montrer qu'il y a beaucoup de gens qui candidatent, d'extérieur qui candidatent, et que beaucoup d'extérieurs sont pris. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de candidats extérieurs qui sont favorisés, mais on pousse de plus en plus à ce que dans les comités de recrutement, on leur dise faites attention, nous, on doit montrer qu'on a recruté des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est un C'est petit plutôt message. positif aussi, effectivement, parce que ça laisse quand même des projections positives et des opportunités pour toutes celles et ceux qui souhaiteraient candidater à l'externe. Merci Kevin, merci Marie. Marie qu'on a perdue, j'ai l'impression, non Où est-elle? Je la vois plus. Vous la voyez, vous? En attendant que Marie nous rejoigne, peut-être passer un petit temps de questions et d'échanges. N'hésitez pas à intervenir sur le chat si vous avez des remarques, des questions. Ah voilà, Marie revient. Nourane, je te laisse la parole. Ouais, on a une petite remarque de Romain à nouveau, qui s'adresse à Kevin et qui lui dit elle lui demande à quel point c'est important de faire une mobilité internationale pendant le cursus master et doctorat. Alors, enfin, il faut pas, il n'y a pas de. Oui, il faut absolument le faire. Je pense que c'est toujours un point positif. Et est-ce que on est obligé de le faire? Je dirais non. Mais il faut montrer qu'on a une certaine mobilité. C'est plutôt mal vu d'avoir fait son stage de Master 2, son doctorat, son post-doctorat au même laboratoire. Ça, c'est clair. Ça ne veut pas dire que si on l'a fait, on a moins de chances d'être pris, parce qu'il y a des circonstances qui font aussi que des fois, moi j'ai des collègues qui ont fait effectivement leur stage de master, leur thèse, et puis à la suite de leur thèse, ils ont trouvé quelque chose qu'ils voulaient absolument valoriser, ils sont restés, ils ont produit quelque chose qui marchait, qu'ils ont pu vendre entre guillemets comme brevet. Ok, on ne va pas non plus dire à cette personne-là, attends, tu peux partir à l'étranger. Oui, mais bon, d'un autre côté, j'ai fait un brevet, je l'ai vendu, donc il n'y a pas une obligation, mais c'est bien vu, c'est vrai. Alors pas d'autres questions ni remarques pour l'instant, mais n'hésitez pas, hein, dans le chat à réagir, à poser vos questions. Ce que je trouve intéressant aussi dans ton parcours, Kevin, c'est le fait que finalement ta thèse elle était très fondamentale et que finalement ton postdoc était beaucoup plus appliqué. Oui. Et que finalement ton parcours il a glissé vers un modèle applicatif qui ensuite finalement t'a amené là où tu es, puisque c'est quand même tu es vraiment au contact, donc tu vas nous le décrire peut-être plus après dans le troisième acte, mais tu es au contact aussi de nombreuses personnes sur des sujets très appliqués. Oui, et même, alors, je disais ça tout à l'heure, j'ai retrouvé, quand j'étais en thèse, j'ai retrouvé un enseignant quand j'étais en maîtrise, enfin Master 1. Et maintenant, je travaille avec des gens que j'ai côtoyés pendant mon stage de Master 2. Bon, comme je suis aussi sur Lyon, ça semblait normal. Mais je travaille aussi avec quelqu'un de Dijon que j'ai croisé pendant ma thèse. Alors, on était à 3 bureaux à côté. Alors, on se parlait, c'était toujours, on buvait le café ensemble, c'était toujours très courtois, mais on n'avait jamais travaillé ensemble jusqu'au moment où, un jour, je l'ai vu débarquer dans mon laboratoire, il cherchait quelqu'un et on a entamé la discussion parce qu'il me connaissait, il était un peu perdu. Et depuis, alors ça a pris un peu de temps, on a mûri une collaboration avec d'autres personnes, hein, mais ça n'empêche pas en fait de faire des allers-retours. Et je pense que c'est un des trucs que je retiens moi de mon parcours, c'est il y a plein d'opportunités, il faut vraiment garder l'œil ouvert et puis de saisir ces opportunités quand elles se présentent et ne pas hésiter à le faire. Donc des allers-retours effectivement avec d'autres acteurs. Marie, de ton côté, c'est pareil. Il me semblait que dans la préparation, tu me disais que toi, tu avais quand même gardé aussi un pied un peu avec l'écriture, la rédaction. Tu n'es pas complètement déconnecté de la vie universitaire du fait d'être passé en cabinet d'avocat. Non, alors déjà, j'ai fait en tout début de carrière comme avocate, je continue à faire des
par exemple, des participations à des leçons de 24. Alors, je ne sais pas si ça parle hors droit, mais c'est une des épreuves du concours d'agrégation des juristes, où on a une épreuve sur 24 heures. Les candidats tirent un sujet, ils constituent une équipe, donc avec des maîtres de conf, des docteurs, des doctorants, et ils doivent traiter le sujet en 24 heures et ensuite présenter une leçon sur ce sujet-là. Donc, je continue à faire des leçons de 24. J'ai continué à enseigner alors en TD pendant quelques années à Dijon et ensuite à Nanterre. Et puis, j'ai toujours un petit peu publié, soit en commentant des arrêts de jurisprudence, etc., que je croisais dans mon activité professionnelle qui me semblaient intéressants, soit en participant à des projets collectifs dans lesquels les membres de mon ancien labo m'appelaient. Et puis, ça a continué ensuite au fil du temps, parce que plus j'ai eu d'expérience comme avocate, plus c'est intéressant pour les cabinets dans lesquels je suis que je publie. C'est intéressant parce que déjà, ça affine l'expertise juridique. C'est différenciant par rapport aux autres de publier de la doctrine, de commenter des arrêts, etc. Ça montre notre compétence aussi vis-à-vis des confrères, parce qu'en fait, on fonctionne de telle façon que moi, je fais du droit douanier, par exemple. On doit être allé en France, je pense qu'on est 50 avocats à faire du droit douanier grand maximum. Si je publie dans des revues scientifiques qui sont lues aussi par des avocats, par des juristes, qu'on voit que je ne suis pas trop mauvaise en droit douanier, le jour où ces gens-là ont un problème en droit douanier, ils vont se dire que c'est plutôt malin de venir vers nous. Donc, ça a un intérêt aussi, entre guillemets, commercial pour le cabinet. Une bonne vitrine. Ouais, ça fait vitrine. Et puis, il y a l'aspect relationnel avec les universités aussi. J'enseigne dans mon ancien... Alors, dans le Master 2 qui a pris le relais de mon ancien DEA plus DESS, le DESS jumeau de l'époque. Le Master 2, alors je ne sais plus, affaires, c'est AJAI, non c'est JAI, juriste d'affaires internationales, pardon, je vais y arriver parce que ça a changé de nom. Donc je fais un séminaire d'une journée en droit douanier. Enfin, ce genre de choses. Donc j'ai gardé contact et je continue à publier régulièrement. Soit toute seule, soit parce que je suis sollicitée par d'anciens collègues universitaires. Il me semble que je vois une petite main levée. Alors, on m'avait plus ou moins dit qu'on restait plutôt sur des questions sur le chat, mais peut-être qu'on peut se permettre de vous laisser la parole. Je ne sais pas qui c'est. Alors, c'est Badra qui a levé la main. Si tu veux ouvrir ton micro. Bonjour, je peux pas poser la question oralement? Oui, allez-y. Je vous remercie de la rencontre, elle est très intéressante. Moi, je vous parle du Canada, exactement d'Ottawa. Je suis une diplômée de l'Université de Bourgogne. J'ai eu mon doctorat en 2019. Et justement, je voulais savoir quelle est la visibilité justement des personnes qui ont obtenu un doctorat à l'international. Parce que de mon côté, par exemple, moi, je n'ai pas pu décrocher un poste par la suite, comme par exemple maître assistante ou maître de conf à l'université canadienne. Et là, j'étais obligée de refaire une maîtrise. Je refais une maîtrise en ce moment en administration publique pour pouvoir peut-être par la suite décrocher un poste dans la recherche ou faire un postdoc. Donc, je ne comprends pas très bien les normes en fait, internationales d'équivalence de doctorat à l'extérieur, c'est-à-dire par rapport à l'université de Bourgogne et à l'extérieur de la France. Si quelqu'un va... Là, vous nous dites que votre doctorat français n'a pas été... Oui, je n'ai pas réussi parce que bon, c'est vrai que je suis arrivée avec la pandémie, juste la veille de la pandémie. Bon, tout a été chamboulé ici. J'ai pas bien compris si c'était la cause de la pandémie qu'on n'arrivait pas à décrocher, à chercher bien, à avoir un réseau, ou c'est plutôt, c'est typiquement, ça arrive à tout le monde. Quelqu'un quand il part à l'extérieur, c'est pas facile de trouver sa place. J'avais entendu que Kevin aussi, il était aux États-Unis, je pense. Je pense que c'est à peu près la même politique, je pense, aux États-Unis. Alors, moi, je connais des gens qui ont fait une thèse, alors c'est pas à l'université de Bourgogne, mais en France. Donc, après, c'est un diplôme français, hein, donc quelle que soit l'université française, ça marche. Et puis, il y a un poste d'enseignant-chercheur maintenant au Canada, donc Montréal. Oui.
D'accord. Et aux États-Unis aussi, enfin dans les anciens de l'Expé, j'en vois un certain nombre qui étaient en poste assez longtemps aux États-Unis. Oui, c'est vrai que c'est assez étonnant ce que vous nous dites, parce que le principe quand même du doctorat, c'est que c'est un diplôme qui est internationalement reconnu. Alors après, peut-être que si on reprend un des témoignages que nous avait fourni Raphaël Descamargo il y a quelques mois, qui avait lui-même fait son doctorat au Canada, il nous avait décrit des conditions de thèse assez différentes de celles rencontrées en France, et notamment sur ce qu'ils appellent eux la qualification dans la thèse anglophone. C'est une étape particulière dans la thèse, à la deuxième ou à la moitié du chemin, où ils doivent vraiment montrer leur sujet de recherche, qu'ils ont réfléchi à leur sujet, une sorte de comité de suivi de thèse, mais où finalement on peut leur dire, bah non, tu arrêtes ton doctorat. Ton sujet, il y avait tout un tas de différences qu'ils notaient dans la façon de gérer le doctorat en France et au Canada. Et c'est peut-être la raison, alors moi, je n'ai pas de réponse à vous apporter claire, mais c'est peut-être la raison pour laquelle, typiquement, votre doctorat n'est pas forcément peut-être suffisamment reconnu, votre doctorat français n'est peut-être pas suffisamment reconnu au Canada, et qui vous demande peut-être d'avoir, de montrer d'autres expériences que vous auriez eues sur le territoire canadien. D'accord, merci. Il semblerait qu'il y a des différences entre les thèses françaises et les thèses anglophones. Ça, c'est vrai, ça. Il y a beaucoup de... En comparant le parcours académique, il y a beaucoup de différences. Mais bon, moi, j'ai... Mais il n'y a pas de règle, puisque visiblement, effectivement, enfin, et on a quand même pas mal de témoignages là-dessus, de docteurs français qui ont trouvé des postes académiques à l'étranger. Merci, je vous remercie. Est-ce qu'on passe à la suite, Nourane? Mais oui, je t'en prie, je pense qu'on peut passer à l'acte 3. Alors, passons à l'acte 3. L'acte 3, amis témoins et amis participants, qui va vous interroger plutôt sur un peu le maintenant, l'ici et maintenant, votre poste actuel, et nous donner des informations un peu concrètes et on va dire presque logistiques sur ce que vous faites dans vos métiers, dans vos postes. J'ai envie de poser la question en premier cette fois à Kevin. Kevin, est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ton quotidien, ton environnement de travail? Alors, certains participants peut-être connaissent, vous êtes tous au contact de votre directeur de thèse, de maître de conf, etc. Mais peut-être en nous décrivant un peu plus finement en quoi ça consiste, vous allez être surpris par justement l'organisation du travail. Donc, est-ce que tu peux nous en parler en tant que maître de conf en physique, Kevin? Alors, pour les maîtres de conférence, du coup, théoriquement, on est moitié pour l'enseignement, moitié pour la recherche. Malheureusement, je pense que c'est un constat que beaucoup font. Quand on est attaché à faire correctement son travail, on passe beaucoup de temps en enseignement parce qu'on a une pénurie d'enseignants au niveau de l'université. Je crois qu'il y a eu une étude qui avait été faite récemment qui était sur le jour du dépassement dans l'université. C'est à partir de quel jour de l'année est-ce que les enseignants qui ont un poste statutaire ont déjà rempli tous leurs services? Parce qu'on a un service d'heures d'enseignement à faire, on a 192 heures, grosso modo, équivalent TD. Alors, c'est un petit peu différent selon les disciplines, les sections, mais globalement, c'est à peu près 200 heures d'enseignement par an. Je crois que le jour du dépassement, c'était récemment. Donc, ça veut dire qu'avec les enseignants qu'il y a, on couvre la moitié des besoins en enseignement. Le reste, c'est les heures sup, c'est les vacataires, c'est les doctorants qui font des heures de TD, des fois gratuitement, je crois, selon les disciplines. Donc voilà, on passe un peu plus de temps à faire de l'enseignement que ce qui est prévu. Et encore, bon, si on enseigne, ça fait partie du métier qui nous intéresse, mais on gère beaucoup d'administratifs, mais ça c'est le cas pour la recherche aussi. L'enseignement, il faut gérer, quand on a des vacataires, qui gère les vacataires, qui les cherche, c'est nous, qui doit leur fournir le planning, c'est nous. Donc c'est le côté un peu pas très sympa du métier d'enseignant que j'ai découvert petit à petit, et je crois qu'une fois qu'on a mis les deux doigts dedans, en fait, on est jusqu'aux épaules et on n'arrive pas à sortir le bras. Mais voilà, ça c'est le côté. Mais après, moi, je pense que dans mon métier, j'aime les deux parties, mais la partie enseignement, il y a ce côté finalement un peu rassurant. Des fois, je trouve la recherche, c'est bien de se creuser la tête, de se dire que j'ai pas toujours la solution.
Des fois, c'est bien d'avoir une solution quand même, hein. Et l'enseignement, des fois, ça nous apporte ce truc de, OK, à la fin, les étudiants trouvent du boulot. C'est bien, on sert à quelque chose. Il faut alterner, quoi. Mais il L'équilibre faut est plutôt alterner. sain. Je trouve qu'il y a des pays où on laisse cette possibilité quand on a besoin de se rafraîchir la tête, de faire un peu plus d'enseignement et de faire moins de recherche. Nous, alors la France est un peu cloisonnée avec ça. Donc, et au niveau de la recherche, je passe du temps à fouetter les doctorants du laboratoire. Au baby-foot, non, c'est pas vrai parce que c'est eux qui me fouettent, hein. J'ai jamais été très bon au baby-foot, mais donc on encadre les doctorants comme ce que vous connaissez probablement. Enfin, en tout cas, moi, je mets un point d'honneur à essayer d'être présent. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien, mais bon, c'est ma façon d'encadrer. On essaye d'être impliqué dans la vie du laboratoire parce que on a une équipe, ce qui dit équipe de recherche. Et là, je pense que la définition d'une équipe de recherche dépend des laboratoires, dépend des disciplines, des thématiques. Moi, j'ai eu l'occasion de croiser des gens, et je les remercie, même si je ne vais pas les citer, qui m'ont donné, qui avaient une vision d'équipe, mon chef d'équipe, mes chefs d'équipe, qui correspondait à ce que moi je me faisais comme idée d'une équipe qui travaille ensemble, quoi. On n'est pas juste des chercheurs isolés qui essayons d'avancer chacun de notre côté. Il faut qu'on ait une certaine cohérence dans la recherche, parce que c'est on nous évalue aussi dessus. Donc on essaie de diriger, d'être présent, en tout cas pour essayer de faire en sorte que tout le monde avance dans la même direction. Mais malheureusement, ça passe beaucoup par, OK, on est payé, mais payé à chercher de l'argent pour pouvoir faire de la recherche aussi. Donc on passe un peu de temps à essayer d'écrire des projets qui n'ont pas toujours, qui sont pas toujours des réussites, mais on passe du temps à écrire, à essayer de structurer la recherche. Et puis, mais des fois, on a du temps à faire de la recherche aussi. Des fois, ça marche. Et bon, voilà, c'est un peu. Il y a beaucoup de choses qui tournent maintenant. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On essaie d'avoir une implication un peu sociétale aussi. Enfin, j'ai croisé alors Hans Josselin, je ne sais pas si certains le connaissent. Je crois que ça reste un Et le idéal directeur de l'école doctorale Carnot Pasteur. Ça reste. Alors, je ne vais pas faire des louanges de Hans, mais je sais qu'une fois on avait discuté ensemble et l'idée que je me fais d'enseignant-chercheur, c'est lui qui me l'avait donné. Il m'avait dit mais on ne peut pas être juste chercheur pour les gens qui sont dans notre laboratoire. Le but de la recherche, c'est aussi de disséminer. Donc j'essaie d'être impliqué quand il y a des fêtes de la science, de me dire okay, on doit aller vers l'extérieur aussi. On ne peut pas juste être cloisonné dans notre laboratoire. Et bon, l'expérimentarium aussi, c'était une expérience qui m'a poussé à aller vers l'extérieur. Donc, je fais aussi cette démarche-là. Des fois, je vais dans les collèges, alors c'est sûrement les écoles de mes enfants, hein, je leur propose, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit atelier? J'essaie d'expliquer. Et donc, je trouve que c'est aussi le rôle des enseignants-chercheurs d'aller vers la société. Mais c'est tout à ton honneur et la soirée de ce soir est aussi un bon témoin du partage parce que vous n'êtes pas forcément le grand public, vous les doctorants, parce que vous faites partie quand même de la communauté universitaire, mais de venir partager après votre travail, votre expérience auprès de nos doctorants, c'est aussi une marque de générosité. Qui est peut-être normale, visiblement, tu as l'air de dire que ça fait partie du boulot, mais tout le monde ne le fait pas, alors moi je vous remercie. J'avais envie de rebondir juste sur le fait que tu parlais de l'esprit d'équipe. Ça, c'est quelque chose dont tu avais connaissance avant d'intégrer le laboratoire et de candidater, cette manière de fonctionner. Tu t'étais renseigné un peu là, sur comment fonctionnait l'équipe dans laquelle tu candidatais? Probablement pas. Non, non, on cherche un poste avant tout. C'était une bonne surprise alors. Oui, c'était une bonne surprise. Après, probablement, je me serais adapté si c'était une façon différente d'envisager une équipe, mais je pense que je suis content de là où je suis, une certaine dynamique, une certaine cohésion, et alors après, c'est ma façon de voir, mais mes collègues, c'est des fois mes amis aussi, donc je trouve que c'est bien. Donc un bon équilibre avec quand même le point noir que tout le monde cite, c'est l'administratif, la recherche de financement qui est très prenante et qui peut être un peu décevante aussi quand ça marche pas, quoi. Oui, je pense que c'est. Bon, je vais pas faire. Je pense que c'est utile de rédiger des projets, c'est utile de se poser à un moment donné pour réfléchir. Mais c'est bien quand on le fait de temps en temps et que pas tous les ans.
Merci beaucoup, Kevin. Ben, Marie, je vais me tourner vers toi. Si, tu l'as déjà dit quand même, Kevin. Tu as répondu à mes questions sur ce que tu aimes dans ton poste et ce que tu aimes moins. C'est vraiment ça. Marie, ben, du coup, je me tourne vers toi. Est-ce que tu pourrais nous décrire, du coup, justement, on s'en était arrêté à ton embauche, une de tes dernières embauches, nous décrire un petit peu en quoi consiste ton poste, ce que tu y fais, quelles personnes tu y rencontres, avec qui tu évolues, ce que tu aimes moins dans ton poste. Alors déjà, une petite précision, on parlait d'embauche, mais en vrai, je ne suis pas embauchée parce que je ne suis pas salariée. Je suis profession libérale, je suis indépendante, mais je travaille pour un cabinet, je suis collaboratrice au sein de ce cabinet qui finalement est un de mes clients. Alors, un de mes clients, le principal, hein, soyons très honnêtes, j'ai fait le calcul l'autre jour, il représente 85%, je crois, de mon chiffre d'affaires annuel, mais un de mes clients qui, tous les mois, me rétrocède des honoraires. En fait, on me donne des dossiers à traiter, je suis dans une équipe, on me donne des dossiers à traiter, et mensuellement, tous les ans, on convient d'une somme d'honoraires que le cabinet me reverse. Donc, ça induit que j'ai aussi un certain nombre de tâches administratives personnelles à faire. J'ai ma compta à faire. Enfin, bon, j'ai un comptable, mais déjà, il faut que je mette les trucs dans les petites enveloppes et que je coche sur les relevés de compte. Ça me saoule déjà. Donc ce genre de choses. Voilà. Donc, il y a une part déjà d'administratif perso à faire. Et donc, mon activité, en gros, il y a déjà 2 gros blocs. Il y a le bloc pour le cabinet et le bloc perso. Pour le cabinet, alors tu le disais tout à l'heure, ça m'a fait sourire. Tu as dit que j'étais avocate manager chez KPMG Avocat parce que je suis dans un cabinet qui est assez gros. On appelle ça un big, c'est-à-dire que c'est un des 4 cabinets au monde qui est avocat et qui a des activités d'expert comptable, commissaire aux comptes. Donc, c'est une grosse structure. Je pense qu'on doit être 5 ou 600 à Paris. Je ne suis même pas sûre, 500, je crois. Ouais, 500, je dirais. Et donc, on a des équipes par matière. Donc, moi, je suis dans l'équipe douane. Et dans chaque équipe, il y a des associés, grosso modo des associés, des directeurs qui sont vraiment des pré-associés, des managers et des avocats et des juristes avec différents grades et des stagiaires. Donc, au milieu haut, c'est-à-dire que je ne suis pas associée, mais j'ai la responsabilité d'effectuer les tâches qu'on me donne, de traiter les dossiers que les associés me confient. Et pour ça, je peux faire appel aux équipes qui sont à toute notre équipe, c'est-à-dire les juristes, les avocats moins expérimentés que moi et les stagiaires. Donc, au quotidien, j'ai une partie des dossiers que dans notre fonctionnement d'équipe, je traite toute seule, notamment tout ce qui est du contentieux, parce que j'en ai fait beaucoup. Très honnêtement, en vrai, tout doit être validé par les associés, mais en réalité, vu le volume, plein de trucs que je fais partir seule sans relecture des associés. Donc, je donne des tâches à faire aux juniors et aux stagiaires. Je leur mets des délais, je vérifie si c'est bien fait, j'explique pour les stagiaires. J'ai une quantité de production que je fais moi-même, des choses que je traite moi-même. Je passe beaucoup de temps en réunion, alors en visio, hein, avec les clients, parce qu'il y a aussi tout un travail de démarchage de clients et puis de discussion avec les clients pour affiner la stratégie des dossiers, expliquer ce qu'on fait aussi. Il faut beaucoup expliquer ce qu'on fait, quelles sont les prochaines étapes des procédures, etc. Donc ça, c'est un autre bloc de mon activité. Je rédige des consultations, c'est-à-dire un client a un problème, il veut savoir comment faire telle chose pour que ça soit légal ou quel est le risque, comment minimiser le risque. Donc, avec l'équipe, on va rédiger une réponse, un mémo qui explique en détail comment faire, en s'adaptant au public. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas de la même façon pour des directions juridiques, des juristes, etc., ou dans mon cas, pour le dirigeant de la société ou les commerciaux, les ingénieurs qui ne sont pas juristes. Pour les confrères qui font d'autres matières, pour les particuliers, par exemple, on rédige aussi différemment. Donc, je fais ça. Et puis, il y a tout l'aspect contentieux. Donc, je rédige des actes de saisine des juridictions, des assignations, des conclusions, c'est-à-dire les arguments qu'on s'échange devant les tribunaux,
et je vais plaider. J'ai une part du coup commerciale au sens large. Ça peut être des événements auxquels on assiste, où il y a des professionnels du secteur et on assiste à ces événements-là. Tout ce qui est publication, tout ce qui est au sein du réseau ou avec les confrères, on m'envoie quelqu'un qui a une question et je vais essayer de creuser et de voir comment on peut l'aider, etc., sans forcément que ça donne lieu à un dossier après. En fait, c'est une tâche de démarchage et d'affinage. Et puis, j'enseigne un petit peu. Il y a beaucoup d'avocats qui enseignent. Donc, j'enseigne à l'école de la magistrature. J'enseigne à l'école d'avocats et puis à l'université de Bourgogne dans le master Ajaï. JAI, c'est l'asso qui s'appelle Ajaï, il faut que je m'en souvienne. Et puis, je participe aussi à des activités ordinales ou bénévoles parce qu'on a un ordre des avocats. Donc, j'aime bien m'investir dans la profession, mais un peu comme quand j'étais à l'université, j'aimais bien m'investir dans la vie de l'université. Donc, je participe à des commissions au sein de l'ordre. Je participe à une asso qui s'appelle Initia Droit, où on va dans les écoles primaires, les collèges et les lycées expliquer en quoi consiste le droit, ce qu'est le droit et ce que font les avocats. Il y a un petit côté expé assez fort qui persiste. Donc voilà, donc les semaines sont hyper variées. C'est dans les gènes. Ouais. La semaine dernière, par exemple, quand on s'était parlé, j'avais eu 2 publications à sortir en début de semaine et j'avais un cours pour l'ENM à préparer. Donc, en fait, j'ai fait vraiment beaucoup de travail qui ressemble à ce que je pouvais faire quand j'étais à l'université. C'était une grosse semaine de ce point de vue-là. Et cette semaine, par exemple, beaucoup moins. J'ai beaucoup été dans la tenue de l'agenda, la supervision des plus jeunes, les mails aux clients, la rédaction d'actes, etc. Et avec en toile de fond, effectivement, des idées de publication à venir pour lesquelles j'ai commencé à faire des recherches, biblio, etc. C'est vraiment extrêmement varié. Ouais, c'est très varié. La semaine prochaine, par exemple, j'ai 2 jours de déplacement vers Saint-Étienne parce que je vais donner une formation dans une entreprise, donc une journée de formation dans une entreprise. Et ensuite, j'ai une audience. Donc, en fait, je vais passer ma semaine dans le train, pas tellement devant mon ordi. Donc, c'est très varié, c'est ce que j'aime bien. J'aime bien le côté un peu bagarre du contentieux aussi, même si je ne continuerai pas à faire comme avant 3 audiences par semaine. Mais si j'étais jamais en audience, je pense que ça me manquerait. Voilà, qu'est-ce que j'aime pas? C'est comme tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de tâches administratives, même au sein du cabinet, hein, il y a des trucs du style, il faut payer les huissiers, alors il faut transmettre les trucs. Honnêtement, il y a un vrai côté moins lourd qu'à l'université. Que l'université, c'est quand même un... Je ne me suis pas fait payer, moi, mes dernières interventions à l'université parce que j'ai eu une sorte de crise d'angoisse en recevant le dossier de vacation. Et je me suis dit, non, c'est bon. Donc, ça traîne sur mon bureau depuis je ne sais pas combien de temps. Mais voilà, il y a un certain nombre de tâches de ce genre-là. Dire à l'assistant ce qu'il faut faire, rentrer les temps, oui, parce qu'il faut qu'on rentre nos temps tout le temps pour savoir ce qu'on facture après. Donc, rentrer ses temps tout le temps, faire la facturation, faire le recouvrement, tout ça. Bon, ça, ce n'est pas le côté le plus drôle, mais bon. Enfin, on est une profession libérale, donc il faut bien que l'argent rentre. Donc pour ça, il faut facturer et il faut que les gens viennent nous payer. Donc ça fait partie des tâches obligatoires, mais c'est clairement pas ce qui me plaît le plus. Et le truc qui me... Alors ça s'équilibre en fait avec le temps. En début de carrière, c'est très lourd parce qu'il y a beaucoup de tâches ingrates. Honnêtement, que font tous les jeunes, et d'ailleurs moi je les donne aux jeunes maintenant, hein, soyons honnêtes. Beaucoup de tâches assez ingrates, répétitives, qu'il faut faire, etc. Et en sortant de la thèse, c'était intellectuellement inintéressant. Oui. Et c'était rude. Le choc était assez rude. Il y a un cap à passer. C'est ça, il y a un cap à passer. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. En revanche, effectivement, il y a le côté ne jamais pouvoir... rarement pouvoir se poser pour vraiment réfléchir à fond parce qu'on est tout le temps tenu par des délais, l'urgence, les clients qui demandent et tout. Ça, parfois, c'est un petit peu usant parce qu'on a un peu l'impression de choper des réflexes superficiels qui sont nécessaires à la pratique du droit, mais qui, quand on aime beaucoup la théorie, sont un peu frustrants parfois. Ok, voilà. Très bien. Merci Marie. C'est clair. Si, très clair. Moi, je voudrais du coup revenir justement, là, tu as commencé un petit peu à l'aborder, le doctorat justement, dans vos... Alors,
pour Kevin, c'est peut-être un petit peu plus évident, mais j'aimerais que vous puissiez témoigner de ce que vraiment, avec le recul, vous pensez que le doctorat vous a apporté dans votre pratique quotidienne, mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos participants sur la valeur de cette formation doctorale, en fait, et ce qu'ils pourront valoriser par la suite, en quoi ça va les aider aussi dans leur parcours professionnel et en quoi vous, ça vous a aidé dans votre parcours. Je pose la question à Marie, allons-y. En 1 minute, qu'est-ce que tu dirais? En 1 minute, attends, je regarde le timing. On va faire la thèse en 180 secondes. Non, alors ce que ça m'a apporté, il y a déjà l'aspect formation intellectuelle, évidemment, hein. Une culture générale juridique assez large, je pense. En plus, moi, j'avais un sujet un peu transverse, donc j'étais obligée de beaucoup regarder. Une grande autonomie, parce que tu es obligé de chercher. Et qu'après, quand tu arrives comme avocat et que tu vois des gens qui sortent de Master 2 et qui sont un peu perdus, quand on sort un petit peu de leur champ, la thèse, pour le coup, est un vrai avantage parce que voilà, quoi, on va se débrouiller toujours, on va savoir réfléchir, trouver une solution. Donc ça, c'est sur l'aspect formation. L'esprit de synthèse aussi. L'esprit de synthèse et le recul sur les sources aussi et sur ce qu'on trouve, ça, c'est très utile, y compris dans le métier d'avocat. Et d'un point de vue plus développement de carrière, je dirais que l'apport, on ne le voit pas tout de suite. On ne le voit pas en début de carrière parce qu'on a même l'impression de régresser, en fait, parce qu'on commence sa carrière là où, avec des gens qui sont plus jeunes que nous. Donc, c'est un peu difficile. En revanche, ça vient plus tard parce que au final, avec un peu d'expérience, moi, je trouve que le doctorat est plutôt recherché. Il y a un côté prestige quand même. C'est pas pour rien que il y a des gens qui voudraient bien avoir le titre et qu'on a un certain nombre de difficultés là-dessus. Il y a un petit côté prestigieux tout de même. Il y a le fait que ça maintient des relations avec l'université, avec la recherche. Ça ouvre des champs, en fait, des champs relationnels, des champs de compétences aussi, parce que moi, je sais que si j'ai des questions sur certains domaines, je peux me tourner vers des universitaires pour avoir un regard autre que celui des praticiens et avoir une piste de réflexion qui peut m'ouvrir une porte dans un dossier. Donc, c'est intéressant aussi pour le cabinet. Et puis, le fait de publier, d'enseigner, c'est hyper intéressant parce que ça fait une vitrine, on se retrouve facilement devant nos futurs collègues, nos futurs clients, nos futurs stagiaires. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu lent à démarrer, mais je pense que c'est une vraie plus-value sur la durée. Merci, Marie. Est-ce que, Kevin, tu veux rebondir sur ce qu'a dit Marie? Oui, Ou apporter autre chose? C'est vrai que, après, moi, je suis dans un domaine, dans un milieu où il y a, tout le monde a un doctorat. Donc, je ne peux pas me vanter d'avoir un doctorat alors que d'autres non, pas tout le monde, quasiment tout le monde l'a. Je pense que pour autant, il ne faut pas oublier que dans le domaine de la recherche ou de l'enseignement, on côtoie des gens qui n'en ont pas non plus. Et il faut être assez humble en se disant que, bon, ok, ça ne nous met pas non plus sur un piédestal parce qu'on a un doctorat. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris que il n'y avait pas toujours une solution, mais que bon, on pouvait toujours s'en sortir. D'une façon ou d'une autre, on cherche, il ne faut pas non plus se laisser abattre. Alors, on a le droit d'être découragé, on est juste des humains. Mais si on y passe du temps, si on met un peu de persévérance, on trouvera des solutions et ça peut toujours marcher. Oui, c'est essentiellement ça, je pense que ce que j'ai retenu de mon doctorat. Après, que je peux dire d'autre? Non, voilà, je pense que j'essaie d'être succinct. Mais tu es très succinct et très clair. Merci beaucoup, Kevin. Merci pour vos témoignages. On va vous reposer une ou deux petites questions juste après ce dernier temps d'échange. Nourane, je vais te relaisser la parole. Vous avez été un peu timide, il me semble, aux participantes et participants sur le chat. N'hésitez pas, c'est le moment pour poser vos ultimes questions. Et si vous n'avez pas de questions, nous, on en a une pour vous. Tout à fait. On peut dégainer notre WooClap à tout moment. Dégaine, Nourane. Alors, je vais vous remettre le lien dans le chat pour une ultime question. Normalement, c'est le bon lien cette fois, j'espère.
Voilà et puis, je vais vous repartager mon écran. Alors, on va en fait vous poser une petite question, sur les conseils que vous pourriez donner, à vos pairs, c'est-à-dire à Ah oui, vos non, en fait, non, c'était c'était pas pas là, c'était du pas coup. c'était pas celle-là qu'on dise, mince! Ah, alors Je suis allée trop attendez. vite. Non, mais oui, en fait, c'est moi qui t'ai lancé. Mais en fait, bah, du coup, justement, est-ce qu'on peut Ouais, juste s'arrêter une seconde? Et bien sûr. Marie et Kevin, justement, moi, je voulais qu'on vous pose la question. Quels conseils vous donneriez à nos participants par rapport à leur projet professionnel, au regard de votre parcours à vous? Honneur aux dames? Merci. Non, non. Quel conseil je donnerais? En fait, c'est un peu ce qu'on a dit, je pense, tous les deux depuis le début, hein. Faut garder les yeux ouverts et voir ce qui peut se présenter. Enfin, s'adapter, en fait, je pense. Et puis, effectivement, moi, si j'avais un conseil à donner aux doctorants, notamment en droit, c'est peut-être d'oser solliciter, de réfléchir à être un petit peu politique, en fait, de réfléchir dès la thèse à ce qu'il faut pour une carrière universitaire. Je ne sais pas si c'est vraiment si maintenant ça s'est développé, cette vision. J'ai l'impression que on est encore un petit peu naïf et idéaliste, et on fait la thèse parce que c'est beau, etc. Et on parle. Enfin voilà. Donc je pense qu'être un petit peu politique et essayer de voir quoi faire, et puis ensuite s'adapter, garder les yeux ouverts. Et voilà. Quand tu dis politique, qu'est-ce que tu entends par là, toi, Marie? Solliciter, c'est ce que je disais, solliciter les collègues pour avoir un regard sur les dossiers, savoir demander ce qu'il peut y avoir comme poste, comment les autres envisagent les choses, enfin voilà, avoir un regard Cultiver extérieur, un réseau, avoir un cultiver peu un réseau, d'entre-gens. etc. Ce genre de choses. Ouais, soyez open, mais je pense que ça, c'est vraiment applicable aussi à tous les secteurs, hein. Pour les projets de carrière, le réseau, c'est quand même un maître mot, un mot-clé à avoir en tête quand vous, enfin, voilà, quand vous réfléchissez à votre plan de carrière. Il ne s'agit pas de sauter sur tout le monde, mais en tout cas d'avoir vraiment cette culture-là du réseau. Et on le voit d'ailleurs dans vos témoignages, que ce soit Kevin ou Marie, vous avez aussi rencontré des personnes qui vous ont orienté, et, qui vous ont permis aussi d'avoir des opportunités qui vous ont fait cheminer dans votre parcours, quoi. Alors, si je peux juste rajouter quelque chose, enfin, ne pas oublier, on pense souvent au doctorat comme à une recherche où on est seul, machin. On travaille avec des gens et l'aspect relation humaine est très importante. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à essayer d'aborder les choses quand ça ne va pas avec vos encadrants, leur dire, ben voilà, moi j'ai besoin de plus, ou alors j'ai pas ce dont j'ai besoin pour avancer. Alors, il faut le dire avec tact, hein, vous avez quelqu'un en face de vous, mais ne pas du tout hésiter à le dire. Et puis, juste pour finir, si jamais vous cherchez à vous placer après, quand on fait un comité de sélection, on cherche forcément un dossier, hein, ça, il n'y a pas de souci, mais vous avez une audition, et dans cette audition-là, ce qu'on cherche avant tout, c'est est-ce qu'on trouvera un collègue avec qui on voudra travailler? Parce que on n'embauche pas des huîtres qui fournissent du travail à la fin, on embauche des gens avec qui on va travailler. Et c'est très, très important de montrer que bon, on sait s'intégrer, on sait entretenir des relations, on sait nouer des relations, et ça, c'est quelque chose qu'on ne mentionne pas beaucoup pendant le doctorat, mais c'est essentiel après. On a une question de Dolores. Nourane, je te laisse la relayer. Oui, alors, Dolores s'adresse à Marie. Avec du recul et avec votre parcours doctoral qui était très bon, avez-vous pu comprendre pourquoi vous n'avez pas été qualifiée? Et ensuite, une deuxième question, aux 2 intervenants. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour bien préparer une possible qualification? Alors, avec du recul, en fait, c'est difficile, c'est difficile parce qu'on ne sait pas trop. En discutant avec des enseignants-chercheurs après, j'avais un sujet qui est un peu à cheval sur 2 sections. En fait, alors pour les doctorants en droit, désolée pour les autres, mais moi, je faisais du droit du commerce international. J'ai travaillé sur la langue et le droit dans les relations commerciales internationales. Donc, du droit du commerce international, plus de la théorie générale, plus de la linguistique juridique.
Bon, j'étais un peu nulle part en fait. Ça correspondait pas vraiment à grand-chose en termes de section. J'avais été évaluée par des processualistes et bah, voilà, c'était pas les mêmes critères d'exigence que ce à quoi on s'attendait dans mon côté droit du commerce international. Donc je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a le fait que j'étais peut-être un peu naïve, immature et que j'avais pas assez bossé le dossier, peut-être aussi, hein, pas assez mis en avant ce qu'il fallait, répondu. Enfin, c'est un concours encore, hein, et comme tous les concours, c'est un des premiers trucs que vous apprenez, je pense, à l'université. Un concours, ce qu'il faut, c'est savoir ce qu'on attend de vous. Donc bah là c'est ça, hein. C'est-à-dire que bah, j'avais certainement pas compris ce qu'on attendait de moi dans les réponses. Et puis enfin, bah, soyons honnêtes, hein, il y a aussi le nombre de postes. C'est-à-dire que dans mon souvenir, la grosse différence du nombre de qualifs entre les sections, c'est aussi que nous en droit, on qualifie très peu, alors qu'il y a d'autres domaines où ils qualifient tout le monde, bah, parce qu'il y a un rapport doctorant-poste qui fait que on écrème beaucoup en fait avant. Alors, j'ai l'impression que c'est de pire en pire en fait, parce qu'on continue à écrémer beaucoup au niveau de la qualif et les gens n'ont pas de poste après, ce qui fait que c'est un peu. Mais il y a cette idée de ne pas forcément qualifier des gens quand on sait qu'il n'y aura pas de poste après. Donc voilà, donc il y a trois facteurs à mon avis. C'est que de toute façon, il n'y avait pas de poste. Et qu'en plus, j'avais un profil qui n'était pas droit international privé strict, qui n'était pas procédure civile stricte, qui était un peu au milieu. Et c'est pas forcément très vendeur dans un système de section. Et puis j'étais immature, j'avais pas assez bossé, j'avais pas compris en fait ce qu'on attendait de moi, je pense. Alors, juste peut-être pour moduler, par rapport à la qualif, les lois vont changer. On peut être recruté sans qualif maintenant. Alors, Je l'ai appris, hein. et ça va changer. Et alors, peut-être juste un conseil, mais c'est peut-être bateau, mais vous avez des sites internet des sections CNU où vous avez des conseils dedans pour votre dossier de qualif. Il faut les utiliser, hein. Et puis, souvent, dans les laboratoires, dans les départements d'enseignement, il y a des enseignants-chercheurs ou des chercheurs, tout court. Les chercheurs aussi peuvent être dans les sections CNU qui sont élus, qui viennent, qui rapportent les dossiers. Allez les voir, hein. Osez aller voir les gens. Dans les endroits où c'est bien fait, alors je sais que dans mon laboratoire, c'est le cas. Ces gens-là, tous les ans, quand arrive la période des dossiers de qualif, disent ben, OK, on organise une réunion pour vous expliquer un petit peu ce qui est attendu dans votre dossier. Et je trouve ça très, très bien. Mais si ce n'est pas le cas, essayez de chercher. Exactement. Puis pour les juristes, comme je doute que ça soit devenu le cas, bah, allez voir les gens. Merci à vous deux. Alors, Nourane, on se lance sur ce petit WooClap. Vous avez peut-être déjà commencé. J'ai même pas du coup. Non, moi, regardé. je l'ai pas lancé. du coup, il est en stand-by. Bah, écoute, oui, on va vous poser donc la même question qu'à nos deux intervenants. Avez-vous des conseils à donner à vos pairs, à vos collègues doctorants sur le doctorat, sur la thèse, sur voilà, des astuces, des choses qui fonctionnent pour vous ça peut être un peu tout, hein, dans l'organisation, dans vos recherches, dans votre quotidien. Nourane, moi, Du je vois coup, rien qui s'affiche là. Je sais pas si je suis la seule. Je vois toujours non, un peu de c'est que patience, il n'y a je pas l'ai de pas questions. complètement lancé. Alors, je vous repartage mon écran et la bonne question. Ah, ça y est. Voilà. Voilà, si vous avez des bonnes pratiques à partager, c'est maintenant à vos pairs, à vos doctorants, C'est aux autres maintenant. doctorants. Alors, j'ai écrit en 1 ou 2 mots parce que c'est un c'est un nuage de mots, hein, ça va s'afficher en nuage de mots, donc ça prend pas forcément en compte les phrases, mais voilà, si vous avez un peu des mots-clés, des choses inspirantes pour vos homologues, c'est le moment. Et puis ensuite, on pourra passer à la conclusion de cet échange. Antidépresseur, oh là là. Confiance et persévérance, c'est plus positif quand même, hein. L'expérimentarium, la communication scientifique, l'alumni, UBFC alumni aussi pour partager aussi. C'est bien ça. Moi, je vous donne des idées, hein. Alors, peut-être, je
pense qu'il ne faut pas se dire qu'après le doctorat, on est le produit fini. Et je pense que je ne suis pas du tout le produit fini. Et heureusement, on continue à évoluer et on essaye de s'améliorer au fur et à mesure. Donc, ne pas se bloquer. On a encore quelques réponses qui nous arrivent. Vivre, expérimenter. Nourrir. Ambition, ténacité, ouais. Là, vous donnez pas mal de qualités sociales, de compétences sociales qui sont souvent valorisées après une formation doctorale. Effectivement, la ténacité, la résistance, ce sont aussi des qualités qui sont souvent citées quand on parle des docteurs. Bah, merci à tous pour votre participation. Je vois que l'heure tourne et qu'il est déjà quasiment 19h25, donc on approche grandement de la fin de ces échanges. Je te redonne la parole, Candice. Oui, et je veux bien que tu départages pour repartager parce que là, c'est le moment où on va clôturer nos échanges avec nos deux témoins en leur posant cette traditionnelle... En fait, je leur ai posé cette traditionnelle question pendant la préparation de nous préparer un objet un peu décalé qui pourrait symboliser votre parcours professionnel, donc que ce soit un objet, une musique, une chanson, une œuvre d'art, tout ce qui vous passerait par la tête pour illustrer votre parcours pro ou votre doctorat. Et donc, vous avez joué le jeu et je vais partager avec vous. Ah bah. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est toujours, non, c'est toujours le même truc à chaque fois. Attendez. Hop, là, j'y suis. Et là, je peux repartager. Logiquement, ça devrait être bon. Tac. Et là, vous voyez celui de Kevin que je partage. Bon. Ah, tic-tac-touc. Voilà. Alors, Kevin, est-ce que tu peux en une minute nous commenter ce que tu as choisi? Alors, j'ai choisi en me connaissant. C'est très drôle. Pour la petite histoire. Non, mais c'est un tableau de Miro et c'était un de mes derniers voyages avant le grand confinement qu'on a connu. Et je me souviens quand je suis arrivé au musée, il y a mon fils qui regardait, qui me disait mais si je fais des traits comme ça, moi aussi je peux être riche. Donc ça m'a fait rigoler. Mais effectivement, j'ai pensé à ce tableau-là parce que au final, on a un point de départ là, et puis on a un point d'arrivée, et puis à la fin, enfin, souvent dans la thèse, on est juste sur le petit bout du segment qu'on est en train de parcourir. On ne voit pas trop qu'on avance. On se dit, qu'est-ce qu'on a fait? Des fois, on a tourné en rond. Et en général, on arrive toujours d'un point de départ à un point d'arrivée qui est différent. Et il faut pas je pense que la thèse, ça dure 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tout dépend des domaines. Mais on arrive toujours à faire quelque chose. Il faut pas, comme les mots qui sont ressortis, il faut être tenace. Il ne faut pas lâcher. Merci Kevin pour cette explication. Et c'est vrai qu'on a trouvé drôle le titre du tableau que tu connaissais pas quand tu m'as envoyé, le tableau. Je me suis dit, tiens, c'est curieux. Mais, ça ne condamne, vous n'êtes pas condamné. Alors, j'arrive pas à passer à la suite. C'est très curieux. Ah si, voilà. Marie, c'est à toi. Toi, tu as choisi un autre tableau qui est très différent, mais tout aussi beau. Oui, moi je suis moins métaphorique. J'avoue que j'étais pas hyper inspirée, mais j'étais nulle à ce jeu-là déjà à l'expé. Hein, quand Lionel nous demandait des trucs de ce genre-là, c'est musique pour son interview sur Radio Campus ou ce genre de trucs. Je ne suis pas très douée à ce jeu-là, et donc je me suis interrogée. J'ai demandé sur les réseaux sociaux aussi aux gens qui me suivaient s'ils avaient une idée. Et effectivement, la tour de Babel, sachant que j'ai beaucoup travaillé sur la question de la langue. C'est vrai, tu ne nous avais pas décrit ton sujet de thèse. En droit, et que c'est un thème qui, je trouve, me correspondait assez, parce que j'avais fait un bac littéraire, j'avais hésité à aller en lettres, etc. C'était vraiment des sujets qui me plaisaient. Donc, au final, avoir un sujet de thèse qui touchait à la linguistique, ça tombait plutôt bien et c'était plutôt bien fait. Encore une fois, je trouve que c'est vraiment une histoire d'affinité et d'ouverture à ce qui entoure et de goût, en fait. Et puis, je trouve que le tableau, ça symbolise bien la
la difficulté et la multiplicité des langues et l'impact sur les questions juridiques. Il y a vraiment un truc assez parlant, je trouve, une complexité assez parlante. Donc voilà, d'où ce choix-là. Merci beaucoup, Marie. Alors, est-ce que je continue? Alors, peut-être avant de vous remercier toutes et tous et de clôturer cet événement, on avait envie de vous parler du prochain rendez-vous Voix de Docteur qui se fera le jeudi 14 avril 2022 à 17h30, à la même heure en fait. Au même endroit, je ne sais pas trop, parce qu'en fait, on va le présenter conjointement à un événement dont je vous parle en une seconde, parce que vous allez forcément être mis au courant, il y aura des save the date, etc. C'est un spécial Docteur Entrepreneur qu'on vous propose, parce qu'on le propose conjointement avec un événement qui est national, et en fait, ça s'appelle les Deep Tech Tours, qui est organisé par BPI France, qui s'adresse aux chercheurs, aux doctorats et aux docteurs, pour vraiment vous sensibiliser à l'entrepreneuriat deep tech, c'est-à-dire à la création d'entreprises deep tech. Donc, qu'est-ce que ça représente la deep tech? Quels sont les dispositifs d'accompagnement? Si vous avez des projets de création d'entreprise en lien avec vos recherches, vous serez au courant. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais ce sera le 14 avril toute la journée à Dijon, en présentiel. Et donc, nous, on a choisi d'accoler en fait notre prochain Voix de Docteur sur cet événement parce qu'on trouve que c'est intéressant de faire intervenir des docteurs entrepreneurs qui seront d'ailleurs pas forcément deep tech. Hein. Je vous ai mis 2 témoins à venir parce qu'on est encore à la recherche de nos intervenants. Mais voilà, je ne sais pas si on sera en présentiel en même temps que le Deep Tech Tour ou si on le fera en distanciel. En tout cas, il y aura dans tous les cas un format hybride et vous serez au courant à ce moment-là. Je départage mon écran, ce serait pas mal parce que j'ai envie de vous voir quand même. Je ne sais plus comment faire. Voilà. Tac. J'avais envie de vous parler de quoi avant de quitter et de rendre l'antenne. On va avoir une petite enquête de satisfaction à vous transmettre. Nora, ce qu'on va faire, c'est que d'ordinaire, on vous l'envoie après. Là, on a envie de récupérer vos avis à chaud. Et on l'a faite ultra courte pour vraiment favoriser votre réponse. C'est juste important 3 questions. Voilà. Je vous envoie le lien dans le chat. Si vous pouvez prendre 2 minutes maxi après notre after work. Vous déconnectez, vous répondez. Et c'est super. Voilà. Comme ça, nous, on a un peu une visibilité. Et c'est aussi un moyen pour nous de faire un peu un retour à nos gentils témoins qui se sont prêtés au jeu du partage d'expérience, qui ont passé 2 heures de leur temps avec nous. Et je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir vos retours sur l'événement, vos commentaires si vous en avez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous rappelez aussi, amis doctorants UBFC, que votre participation aux événements carrière after work peuvent être comptabilisés dans votre plan individuel de formation, mais à hauteur de 10 heures maximum, et selon la politique spécifique de votre ED, hein, ça sera... Et ça, c'est comptabilisé à la fin de l'année universitaire. Donc, ne nous sollicitez pas forcément là tout de suite pour dire « Ah, j'ai vu que mes heures n'avaient pas été comptées ». En fait, ce sera à la fin, en juin-juillet, que toutes vos participations seront comptées sur la base des fiches d'état de présence Teams là, de nos visioconf. Donc, pas de souci, pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Vous inquiétez pas, ce sera comptabilisé dans votre plan individuel de formation. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la fin. Et le mot de la fin, c'est quand même vraiment de remercier nos 2 intervenants, Kevin Zevekoun et Marie Fernet, pour leur grande générosité ce soir dans leur partage d'expérience. Merci à vous, une fois de plus, de nous avoir fait profiter de votre témoignage. Et puis, merci à vous, participants, d'être restés jusqu'au bout aussi. On termine 2 minutes après l'heure. Je crois qu'on est pas mal quand même. Et merci à toi. Bon rattrapage sur la fin niveau timing. C'est bien. Un grand merci à toutes et tous. On se retrouve peut-être juste Kevin et Marie et Nourane après que tout le monde se soit déconnecté pour faire un micro-brief à chaud aussi. Tout à fait. Je vais couper l'enregistrement du coup. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.